Mais ce qui me paraît bizarre. Alors, attends, je vais faire un truc. On m'entendait mieux tout à l'heure, Georges? Ben oui. Alors, attends. Hop, hop, Hop. hop. Ah, ça Bouge va pas. lancer l'enregistrement. Ouais, tout à fait. D'accord. Paramètres audio. Je vais voir si je peux te. Vas-y, est-ce que tu peux dire 2 mots? 2 mots. Voilà. Ah, Ben, donc, ça marche mieux. Bah, il fallait juste que je dise 2 mots, donc c'était ça. c'était ça le sujet. On est d'accord. Comme quoi, on y est. Donc, là, tu vois la salle, normalement. Nous, En on effet, je t'entend te bien. confirme. J'ai demandé l'autorisation, donc j'ai pu lancer l'enregistrement. Alors, attends, pourquoi d'un seul coup, tu es devenu très grand? Alors, Ah, si tu me fais grandir, c'est tout à mon honneur. Ça me gêne pas. oui, Du haut de 1m70. alors, ouais, c'est une bonne taille, ouais. Bon, allez, je vais te laisser à l'écran et après, je basculerai sur l'écran. Et comme toi, après, c'est toi qui vas prendre dans la main, ça sera mieux. Donc, j'ai lancé l'enregistrement après avoir demandé l'autorisation. Je vais laisser donc Tania, Marie, Francis se présenter. Et puis, après, je vais te donner la parole, Frédéric. Parfait. Mesdames, Oui, bonjour, je suis Marie Ressac, je suis la juriste du groupe Pacifique Lichcombe et on utilise ELISE pour nos contrats. merci. Tania. Bonjour, moi c'est Tania Ayo, responsable adjointe du département du numérique du syndicat pour la promotion des communes. Voilà. Alors, je suis désolé, je vous ai perdu et l'image et j'ai l'impression le son. Ah, d'accord. C'est Je sais pas ce que tu as le fait, câble. Georges. Ben, rien, c'est le câble USB qui me joue des tours. Ah, ah mince. T'es revenu ou pas? Alors, l'image toujours pas, mais ça a l'air de Ça va, revenir. ça devrait pas tarder, logiquement. Ah, attention, j'ai l'impression. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit très stable. Ça semble que ça semble vouloir apparaître et ça disparaît. USB qui pose souci. Ça me déconnecte la caméra. Bon, là, c'est revenu. Parce que là, tu fais comme voir moi, je crois. Ouais, là, je ne te vois que toi. Après, c'est pas grave, hein, Georges. Le principal, c'est que le son sorte bien sur l'écran, que les gens m'entendent bien et que. Ben, nous, on te voit parfaitement. C'est la réciprocité qui n'est pas vraie. Oh, c'est surtout moi qui vais montrer quelque chose, donc le principal, c'est que on puisse Très présenter bien. mon écran. Francis? C'est Francis Peset, l'ancien DSIO du CHPF, par la suite aussi directeur du service informatique et est devenu entre-temps DSI, c'est la DSI du pays. Et là, je suis retourné à l'hôpital, mais là, je interviens ici en tant dans ma deuxième casquette de consultant. Très bien. Parfait. Frédéric? Donc, Frédéric Lima, je suis le responsable du pôle avant-vente chez Neoledge et j'accompagne traditionnellement Georges dans tous ses périples extramondiaux, voilà, pour présenter en sa compagnie Élise, notre solution JED, que vous connaissez donc bien maintenant. Donc, le propos, je vais juste en quelques mots redonner un petit peu de contexte, sachant qu'on enregistre. La présentation sera envoyée également à chacun d'entre vous qui vous êtes inscrits ou qui participez, pour que vous ayez une trace quelque part de ce qu'on s'est dit. Alors, juste en introduction, rebasculer sur ma présentation qui est ici, en laissant Frédéric un post-it à gauche, puisque ça fonctionne bien. Donc, pour ceux qui l'auraient pas noté, Bellara Numérique, que je représentais l'année dernière ici même, a été racheté fin d'année dernière par le groupe Vinci Énergie dans sa division Axians. De ce fait-là,
il existera toujours un Axians Communication Cloud, Biarritz et Tahiti. C'était le cas par le passé sous l'égide de Delara, c'est pour l'actualité. On a gardé nos mêmes périmètres, les mêmes experts, les mêmes compétences. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous connaissez peut-être ici de nom la société Axians, qui est déjà présente sur le territoire depuis quelques années, qui est une émanation de CGLEC. Et donc ici, on a repris sur ce petit slide ce que font les uns et les autres, puisqu'on fait bien en fait deux métiers différents. On adresse peut-être des clients identiques. Et dans tous les cas, ce qui est la particularité, la spécificité de Axians Polynésie sur les 4 premiers périmètres que sont en haut, Network, Cloud Data Center, cybersécurité et audiovisuel, reste leur apanage. Et nous, de notre côté, donc on reste bien spécifique et dédié pour tout ce qui est Digital Workplace, Data Analytics et BI. Bureautique de Tahiti, avec qui on organise aujourd'hui cet événement, est une société locale qui, que vous connaissez aussi par rapport à son métier sur les communications d'écrit sur les écrans, qui a un certain nombre d'antériorités, puisqu'ils sont installés sur le Fénois depuis 1969, qui représente un certain nombre de clients, de chiffre d'affaires et quelque part d'expérience aussi. Les spécificités de Bureautique de Tahiti, vous les retrouverez, mais je pense que pour toutes les deux, vous les connaissez parfaitement, ainsi que Francis. Et les références des uns et des autres. Je vais laisser Frédéric vous présenter donc un focus aujourd'hui. Alors, tu ne partages pas l'écran, Georges. Alors, je pense qu'en plus, pour l'enregistrement, ça va être un peu gênant. D'accord. Ok. Alors après, c'était... De toute façon, mais je vais te redonner la main. Donc, si toi, tu peux partager le tien pour ta partie à toi. Moi, j'ai fini de mon côté. Ah! Alors, attends, dans ces cas-là, je vais faire simple. Voilà. Tchac. Ça sera plus aisé ainsi. Hop. Allez. Document. Tac. 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 Et en effet, je rebascule comme ça. Hop. Et on va aller directement sur celui-ci. Tac. Hop. Et je partage mon écran. Allez. Tu me dis si c'est bon pour toi. Ouais, c'est bon. Et au niveau de la présentation de NeoLedge, au bon endroit. Parfait. Bon, donc rapidement aussi, hein, puisque NeoLedge, normalement, vous devez nous connaître un petit peu maintenant, puisque vous utilisez Elise. Donc, nous sommes une société française, hein, nous sommes un éditeur de GED français, spécialisé dans tout ce qui est dématérialisation et gestion électronique de documents depuis un petit peu plus de 15 ans. On est un groupe aujourd'hui indépendant avec une croissance à l'international, hein, présent aujourd'hui et notamment grâce à nos partenaires aux quatre coins de la planète, en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, au Moyen-Orient, dans le Pacifique. Voilà, on travaille depuis aussi de nombreuses années maintenant avec un réseau de partenaires et d'intégrateurs certifiés qui déploient nos solutions et qui accompagnent leurs clients, que ce soit du domaine secteur privé ou secteur public, dans tout ce qui va être transformation numérique. En quelques chiffres, NeoLedge, c'est un petit peu plus de 10 millions de chiffre d'affaires l'année passée. Voilà, chiffre d'affaires qui, on va dire, à plus de 20% aujourd'hui est réinvesti chaque année en R&D. C'est pour nous un élément très important, hein, très très fort, puisqu'on est bien éditeur de la solution Elise. Chaque année, on produit une nouvelle version, on fait évoluer le produit, on y apporte tout un ensemble de nouvelles fonctionnalités. Et l'IA, aujourd'hui, hein, qui est au cœur des différents sujets, hein, voilà, on ne peut pas passer une journée sans entendre parler d'IA, fait bien entendu partie justement de tous les investissements qu'on a pu faire depuis ces dernières années. Et je vais vous en présenter juste après justement aujourd'hui les avantages et l'intégration qu'on peut déjà avoir de l'IA au sein d'Elise. Et puis pour finir sur les chiffres, aujourd'hui NeoLedge, c'est une belle petite PME de 115 collaborateurs, plus de 300 clients qui nous font confiance aujourd'hui, ce qui représente au quotidien plus de 250 000 utilisateurs sur Elise.
quelques références, voilà, quelques-unes, hein. L'objectif, c'est pas aussi de tout reciter, mais bien montrer, voilà, que d'un point de vue aujourd'hui client, on est fortement spécialisé dans le domaine du secteur public, hein. On va dire aujourd'hui encore 70% de nos clients, et là c'est historique, hein, de notre côté, sont des collectivités publiques, que ce soit des villes, que ce soit des communautés de communes, des communautés d'agglomération, que ce soit des départements sur la partie France ou encore des régions, voire des ministères, puisqu'on équipe aussi pas mal de ministères aujourd'hui parmi nos clients, notamment le ministère de la Santé, le ministère de la Jeunesse, qui sont équipés d'Élise. Et depuis quelques années maintenant, voilà, sur la partie privée, on s'est vraiment orienté plus dans le domaine banque, assurance, mutuelle, voire tout ce qui est aussi énergie et coopérative. D'accord, donc c'est vraiment des grands sujets. Là, très récemment, c'est la SNCF Réseau qui nous a fait, nous a notamment fait confiance pour son projet. Donc voilà, on commence aussi progressivement à travailler, et grâce notamment à nos partenaires dans le secteur privé. Elise Cloud, rapidement, hein, bah, voilà, c'est une solution globale de GED qui va vous permettre de dématérialiser, de digitaliser l'intégralité de vos processus documentaires. Voilà. Historiquement, et l'ADN d'Elise, hein, est basé sur ce qu'on appelait la GEC, la gestion électronique de courrier. On va dire aujourd'hui que 99% de nos clients, le jour où on a installé Elise chez eux, c'était pour la problématique courrier. Et ensuite, bah, l'usage s'est étendu à d'autres problématiques internes de gestion documentaire, de GED, de process. D'accord? Donc, Elise, c'est bien une solution globale de GED qui inclut en plus toutes les problématiques de GEC, et on va le voir juste après. Ça va aussi inclure tout un outil de gestion de workflow, hein, un BPM, qui va notamment nous permettre de gérer les fameux cycles documentaires de vos documents. Ça offre aussi toutes les capacités d'un parapheur électronique, puisque au-delà des process de traitement, de validation, on va pouvoir aussi proposer directement de pouvoir signer électroniquement ces documents au sein d'Elise, que ce soit des documents signés en interne ou en externe. Ce point-là, on le verra notamment dans le cadre de la présentation. Et l'offre globale d'Elise n'est pas que, on va dire, une jet de stockage. D'accord? L'idée, c'est vraiment aussi de proposer tout un ensemble d'outils de capture qui va permettre d'intégrer dans Elise tout type de documents et quel que soit le canal d'entrée. C'est vraiment pour nous un point important, que ce soit du papier, que ce soit des mails, que ce soit des formulaires, que ce soit des documents issus d'applications métiers. L'idée, c'est bien d'avoir un seul et même outil qui va permettre de capturer l'information, de l'intégrer et ensuite de le suivre, de le stocker, etc. Donc ça, c'est pour nous vraiment un point important, notamment au travers de services. Voilà, on offre aujourd'hui des services complètement ouverts, notamment le CS Data Gateway, qui, là encore aussi, vous le verrez dans la démonstration, permet à n'importe quelle application métier de venir interroger et verser des documents directement dans Elise. Voilà, donc ça, c'est juste pour la petite carte d'identité très simple et succincte d'Elise. Un point à retenir, Elise est est une solution 100% cloud. Aujourd'hui, Elise intègre un ensemble de composants IA que je vais vous présenter juste après. Donc, l'ensemble de ces composants, on les a tout simplement bien nommés à Elise. Voilà, je vous laisserai deviner le petit jeu de mots qu'il y a derrière. Et voilà, chose encore aussi importante, et je l'avais évoqué juste avant, c'est que voilà, Elise est un produit qui est en constante évolution, qui est là pour répondre aux besoins des clients, essayer même de les anticiper autant que faire se peut. Et voilà, chaque année, on propose à nos clients une nouvelle version, un ensemble de fonctionnalités inclus dans leur abonnement. Voilà, donc chaque année, l'ensemble de nos clients bénéficient de toutes les nouvelles versions, de toutes les nouveautés que l'on propose aujourd'hui en termes d'évolution concernant Elise. Dernier point, et je souhaitais juste refaire un focus parce que c'est un sujet qu'on va essentiellement aborder notamment ce matin. C'est toute la partie IA. Je vous ai expliqué un petit peu, parce que voilà, quand on parle d'IA, le but c'est d'être aussi très précis sur ce que l'on propose en termes de services d'IA, parce qu'ils sont divers et variés. Et en fait, l'ensemble des services d'Aelise sont, on va dire, composés de 4 grandes parties. Les services d'IA Elise vont permettre de gérer ce qu'on appelle l'IA générative, c'est-à-dire de pouvoir, vous allez le voir, directement et de manière automatique, générer du contenu, générer des documents en lien avec des documents que vous pouvez avoir. On verra comment faire des documents de synthèse, comment faire des documents d'analyse de manière automatique directement grâce à l'IA. L'IA intègre aussi, enfin, Aelise intègre aussi un agent IA, un assistant, d'accord?
très proche de ce que vous connaissez éventuellement déjà avec ChatGPT ou tous ces outils d'IA qui permet justement, on va dire, une interaction entre l'intelligence artificielle intégrée dans Elise et l'utilisateur, de pouvoir facilement dialoguer avec l'IA de manière à aller chercher de l'information, à avoir des éléments sur un document qui va faire 200 pages, plutôt que de les lire, utiliser l'IA pour aller interroger, lui ressortir les éléments principaux, etc. Donc on verra, cette notion d'agent, elle est vraiment importante. Et on va aussi retrouver deux éléments très importants, notamment dans tout ce qui va être intégration de documents sur la base d'intégration de systèmes tiers. L'extraction de l'information, c'est-à-dire voilà, déposer un document dans Elise et derrière, l'IA va être assez intelligente pour pouvoir analyser les typologies de documents, savoir en extraire les bonnes métadonnées, savoir aussi potentiellement orienter en interne le traitement des documents. Donc on va vraiment être sur une notion d'extraction, d'analyse et d'apprentissage ici grâce à l'IA, de manière à optimiser tout simplement aujourd'hui les traitements documentaires au sein de vos structures. Voilà, c'est vraiment 4 grands principes aujourd'hui d'IA qu'on a implémentés et je vais avoir tout simplement le plaisir de vous présenter de suite dans le cadre de cette démonstration. Georges, avant de lancer la démo, est-ce que tu as d'autres points que tu souhaites évoquer ou on enchaîne? Non, après, par rapport à votre connaissance d'Élise, donc Marie utilise plutôt sur les aspects contractuels et gestion des contrats Élise pour quelque part synchroniser les dates d'échéance pour pouvoir avoir un petit peu l'anticipation par rapport à tout ce que les fournisseurs et l'écosystème des hôtels peuvent lui fournir. Mhm. Concernant Tania, c'est courriers entrants, courriers sortants qui sont traités dans Élise. Les problématiques à venir vont être plus liées à de la signature et du parapheur électronique. Après en Oui. avoir discuté hier quand j'étais au SPC, la question du routage du courrier entrant avec l'IA est un sujet que j'ai abordé, donc je pense que tu risques d'en parler pour voir un Oui. petit peu comment on pourrait optimiser les systèmes d'affectation des bannettes versus ce qui se faisait autrefois. Et hormis D'accord. ça, j'ai pas plus à rajouter puisque je pense elles vont être plutôt intéressées pour voir ce que ça peut leur apporter demain sur d'autres usages qui pourraient naître chez les uns et les autres. C'est exactement ça. Donc moi, ce que j'ai prévu d'aborder avec vous, alors d'un point de vue timing, Georges, on bloque 1 heure. Là, je vois que Oui, on avait bloqué de 20h à 22h, donc enfin 20 à 22h, donc je sais plus avec le décalage à combien vous êtes aujourd'hui, vers 10 heures. mais bon, d'accord, ok. Donc dans ces cas-là, on va dérouler sur une petite heure. On se laissera comme ça au moins 10 petites minutes de temps de questions-réponses à la fin s'il y a des sujets voilà, que j'aurais potentiellement pas abordés et sur lesquels on pourra revenir. Dans ces cas-là, ce que je vous propose en effet, c'est vraiment de décomposer cette présentation en deux parties. La première partie, on va dire, c'est d'axer en grande partie la présentation sur justement l'IA. Je pense que voilà, l'intégration de l'IA dans Elise, c'est aujourd'hui une des grosses forces de l'application et des nouveautés. C'est ce qui va aussi faire naître éventuellement d'autres usages au sein de vos structures. Donc vraiment, vous montrer les différentes capacités aujourd'hui qu'a l'IA de répondre à des problématiques. Et puis, ce qui me permettra aussi, vous allez voir, tout au long d'évoquer différents sujets, la notion de dossier d'agent, la notion de signature électronique, puisque derrière aussi, je vous remontrerai sur l'intégration depuis des applications tierces, comment des documents issus de Word vont être publiés dans Elise, puis on va mettre en place un workflow de signature, de validation, que ce soit interne ou externe, pour vraiment montrer tout un cycle aussi de vie de gestion documentaire. D'accord? Je vais vraiment essayer de me baser sur ça. Ça me Donc, convient? ce que je vous... Oui? Non, non, je demandais si ça leur convenait, mais elles ont hoché la tête pour l'une et pour l'autre. Sur l'IA, j'avais une petite question. Quelle stratégie vous avez pris pour l'IA? Est-ce que vous avez implémenté une IA déjà existante, orientée aux besoins, ou est-ce que vous avez fabriqué carrément l'IA? Alors, je vous répondrai les deux, mon capitaine, puisque en fait, comme je vous ai dit, dans les services d'IA que l'on présente et que l'on propose, d'accord, il y a 4 grands principes. Il y a une partie IA générative et assistant. Et ici, très clairement, pourquoi réinventer la poudre quand des systèmes aujourd'hui performants rendent le service et nous permettent ici de répondre à cette problématique. Et sur ces aspects-là, on a implémenté en effet au niveau d'Elise des services reposant sur OpenAI. Alors attention, ce n'est pas ChatGPT,
D'accord, hein, on exploite en fait, alors c'est des services Microsoft, hein, c'est des services Microsoft Azure, on s'appuie sur l'IA Microsoft Azure pour intégrer ces services. Alors le protocole, si je dis pas de bêtises, c'est GPT Mini 4, je crois, mais qui a rien à voir avec ChatGPT, hein, mais tout le monde a pris le nom de GPT de partout. Donc, mais c'est un service aujourd'hui proposé et propulsé par Azure. Ça, c'est le premier point pour ces deux parties-là. Par contre, il y a un autre sujet sur lequel, depuis un petit peu plus de 2 ans et demi maintenant, nous avons travaillé et pour lequel on a implémenté au sein du service développement de Neoledge un laboratoire de recherche. Donc, on a une équipe de chercheurs depuis 3 ans qui bosse avec l'équipe développement sur le développement de nos propres moteurs d'IA. Et la raison, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, vous allez le voir, notamment sur la partie qui concerne l'auto-typage, c'est-à-dire de pouvoir définir le type d'un document en fonction de son contenu. L'auto-indexation et l'auto-adressage, c'est-à-dire que de pouvoir aussi définir à la lecture d'un document euh, comment il doit être traité, enfin vers qui il doit être orienté en interne. Ces modules-là sont le fruit du travail des chercheurs chez Neoledge. Donc ça, c'est nos compétences, ce sont nos propres outils. D'accord? Donc on a vraiment essayé de tirer parti du meilleur de ce qui existait et qui nous aurait pris 5 ans à développer, qui me fonctionne très bien. Par contre, voilà, il y avait des manques au niveau de l'IA sur certains aspects qui étaient fortement demandés par nos clients. C'est ça, aujourd'hui, en fait, vous allez vite comprendre et voir l'intérêt. C'est de dire sur des problématiques typiquement de traitement de gestion documentaire, des documents entrants, des courriers par exemple. L'idée, c'est de dire je prends mes courriers, je les numérise. Et aujourd'hui, le travail qui peut être fait d'analyse des courriers, d'indexation, renseigner les champs, de dire bon, ce document-là, il doit aller à un tel, etc. Tout ça peut être piloté par l'IA. Et ça, c'est notre valeur ajoutée parce que c'est notre métier, c'est notre cœur de métier depuis des années. Donc, c'est pour ça qu'on s'est focalisé, nous, uniquement sur cette partie-là. D'accord, merci. Oui. Petite précision, quand vous parlez de recherche et développement, j'ai pas retenu le chiffre, donc vous êtes combien de personnes dans la partie vraiment R&D du produit? Alors, la partie pure, alors c'est vrai que là, les chiffres, c'est pas que vous les avez pas retenus, c'est que je les avais pas présentés. Donc, en fait, sur la partie développement R&D, aujourd'hui, je pense que sur les 115 collaborateurs, je veux pas vous dire de bêtises, hein, mais de manière globale, aujourd'hui, le pôle développement, c'est à peu près 35 personnes. D'accord, qui sont répartis chez nous, parce on a deux grosses agences. On a une grosse agence à Lille, qui est le siège de l'entreprise. On a une autre agence à Tunis qui travaille, où on est présent depuis 20 ans maintenant. Et entre les deux, voilà, la répartition des charges en termes de développement, elles sont réparties sur les deux sites. Aujourd'hui, sachant que je crois qu'il y a 60% des effectifs de dev qui est basé encore sur Lille, et il y a 40% qui sont nos collègues de Tunis. Très bien, merci. Allez, ce que je vous propose, c'est de vous montrer concrètement comment ça fonctionne. D'accord? Donc, allez, dans un premier temps, juste me connecter. Donc, je me suis connecté sur notre plateforme de démonstration. D'accord? Alors, cet écran va me permettre, tout au long de la démonstration, tout simplement de naviguer d'un profil utilisateur à un autre. Ça n'est en aucun cas ici Elise. C'est juste l'organigramme de ma structure, la Work Ecology Foundation, qui va me permettre, voilà, d'aller faire un petit tour au service RH, au service compta, et puis etc. Et là, surtout, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, moi, ça va être d'aller faire un petit tour au niveau du service courrier. Pour vous montrer que au niveau de l'IA notamment, et sur la problématique GEC, on verra les problématiques GED après, l'apport de l'IA va vraiment aller très très loin en termes d'usage. D'accord? Donc, vous voyez, je me suis connecté ici sur le profil de Kate, qui est assistante, qui travaille au service courrier, qui a pour habitude aujourd'hui de prendre le courrier, de le numériser, de tout simplement ensuite enregistrer ce courrier, gérer la distribution, mettre les processus qui vont bien. D'accord? Grâce à l'IA, le métier va changer. Ici, alors il ne va pas disparaître, alors c'est vraiment un sujet sur lequel je fais très attention, ça ne va pas disparaître, le métier va changer. C'est simplement aujourd'hui, on va exploiter plutôt l'expertise des agents des services courriers qui vont être amenés à compléter le travail de l'IA, d'accord, et leur faire gagner du temps. Voilà, plutôt que de passer 3 heures à saisir des informations, potentiellement juste valider que ce que l'IA leur retransmet est correct et gagner du temps.
D'accord? Donc, on va vraiment être aujourd'hui dans une approche plutôt de supervision du traitement des documents et non pas forcément la saisie, etc. Donc là, je me suis volontairement connecté sur le profil de Kate en vous montrant, vous voyez, bah, je me suis connecté, on lui a fait un petit tableau de bord simplifié, les documents qu'elle aura à superviser, ceux qui ont des anomalies, les documents qu'on a intégrés ce jour. Là, vous voyez, pour l'instant, je suis à 0. Normal, j'ai strictement rien mis. Donc, ce que l'on va faire, on va prendre un certain nombre de documents que j'avais déjà préparés, hein. Hop, allez, je vais prendre tout ça. Donc, j'ai 6 documents. Et en fait, le principe restera toujours le même. Intégrer des documents dans les listes, notamment si on est sur des documents de type papier. Je prends mes documents, je les numérise. Derrière, on passe par des étapes classiques, hein, de récupération. On va analyser chaque document, on va les convertir au format PDF, on va faire de l'OCR sur chacun de ces documents. Potentiellement, on fait de la compression d'images. Enfin, il y a tout un ensemble d'outils que vous connaissez aujourd'hui. Alors, pour les puristes, il y a un outil derrière intégré dans Elise qui s'appelle Doc Factory qui pilote toute cette phase de capture et de conversion des documents. D'accord? Ça, c'est tout Doc Factory qui fait. Puis une fois qu'il a terminé, il prend ses docs, il les donne à Elise et c'est là que va rentrer en compte, tout simplement, ici, l'IA d'Elise. C'est-à-dire que l'IA va prendre tous ces courriers, d'accord, tous ces documents, et va les analyser. Va chercher à définir le type de document. En fonction du type, va ensuite chercher à aller retrouver les champs pour l'indexation, d'accord? C'est-à-dire va décrire le document au niveau des champs descriptifs, et puis aussi va pouvoir essayer de proposer un processus de traitement pour ce type de document. D'accord? Donc vraiment, et c'est ce que je vous disais juste avant, en effet, c'est là la partie IA Neoledge, vraiment qui va rentrer en ligne de compte. Donc pendant que je vous parlais, hop, tout ça, mes documents ont été aspirés, et surtout, bah, Doc Factory, l'IA, tout le monde a déjà bien bossé, et j'ai déjà des documents qui sont revenus et qui ont été traités. D'accord? Grosso modo, pour mes 6 documents, ça ne me prend même pas une minute. Et en une minute, en fait, l'IA, eh ben, il a fait toute cette analyse. D'accord? Et moi, là, en me connectant, bah, je vois que, en fait, sur les 6 courriers que j'ai pu communiquer, enfin que j'ai pu mettre dans Elise, eh ben, il y en a 2 qui potentiellement sont à superviser. D'accord? Je reviendrai après dessus, hein, pour vous montrer quand même le travail qu'a pu faire l'IA sur ça. Mais surtout, sur les 6 documents, il y en a déjà 4 où l'IA a eu un taux de confiance supérieur à 95%. Ça, c'est des notions aussi un petit peu nouvelles, hein, au niveau de l'IA. C'est dire, voilà, si tu es sûr de toi à 95%, les documents, tu les envoies directement. D'accord? Si tu as un doute, et bien justement, on repasse par l'agent ici, l'agent de mon service courrier, qui va venir compléter ou corriger éventuellement les erreurs remontées. Mais si on se connecte rapidement ici sur mes documents, vous voyez que j'ai 6 documents qui ont bien été récupérés et tous ont déjà été indexés. D'accord? Ils ont tous un titre. Alors, surtout, ils ont tous été typés. L'IA a su analyser le document et a su dire, bah voilà, tel document, je sais que c'est une demande de subvention. Voilà, donc il y a l'analyse qui a été faite. Là, on est sur un gros dossier. On va voir que sur les informations ici, les métadonnées ont déjà été toutes renseignées. D'accord? Il y a le titre, le type forcément, le contact ici qui m'a écrit, la date du courrier. Alors là, comme on est derrière sur une demande de subvention, on a défini des règles de gestion en disant, bah voilà, tout ce qui est demande de subvention, dans notre organisation, on a 30 jours pour répondre. Ce qui derrière va pouvoir aussi mettre en place, enfin, permettre de déclencher les alertes. Les alertes par rapport aux dates d'échéance, par rapport aux dates d'avertissement, d'accord? Ou encore aussi, vous voyez qu'on va pouvoir aussi définir des règles de gestion sur des documents qu'on va pouvoir considérer éventuellement comme signalés ou pas. Alors dans Elise, ici sur ce cas présent-là, dans les paramétrages qu'on a fait, on a tout simplement dit, bah, nos demandes de subvention, elles peuvent être multiples et puis surtout, elles peuvent concerner des montants différents. OK? Et une demande de subvention inférieure à 60 000 euros, c'est bon, ça part directement au service qui a l'habitude de traiter les demandes de subvention et on laisse gérer. Par contre, si c'est supérieur à ce montant-là, dans ces cas-là, ça sera considéré comme signalé et ça suivra un processus autre que le processus traditionnel. D'accord? Donc là, vu que l'information a bien été récupérée dans le document, alors hop, je vais ouvrir le document plus grand, comme ça on pourra mieux le visualiser. Là, ici, on voit en effet que mon document, donc là, le montant a bien été récupéré au niveau de l'analyse. En effet, on avait bien une demande à hauteur de 50 000 euros, moins de 60 000. Dans ces cas-là, pas besoin que ce soit un document signalé. Et ici, l'IA me dit, bah, ce document-là, il sera pris en charge par le pôle développement durable, tout simplement. Et en plus, vous voyez que j'ai pu avoir aussi ici des éléments de synthèse qui m'ont été directement proposés au niveau de ma fiche. D'accord?
Au niveau, bien entendu, derrière du processus, on va pouvoir aussi directement redéfinir tous les processus qui vont bien. On va pouvoir aussi directement générer des documents complémentaires. D'accord? Donc là, on va voir hein, que derrière, pendant que l'IA a travaillé, bah, ici, tout simplement, on m'a proposé ici un fichier d'analyse. J'ai dit, là encore aussi, on a automatisé, on a dit pour tout ce qui est demande de subvention, voilà, pour lesquels on peut avoir éventuellement des documents plus ou moins complets, voire complexes, d'accord? Je souhaite systématiquement que l'IA me génère un document annexe, d'accord, qui va me faire une synthèse. Voilà. Là encore aussi, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement bah, d'aider potentiellement les décideurs d'avoir déjà une première vision du contenu du dossier. D'accord? Ça n'enlèvera pas le fait de pouvoir ensuite aller plus loin dans le dossier, mais au moins j'ai une première analyse qui m'est remontée et qui va me permettre de dire, bon, ça vaut le coup d'aller un petit peu plus loin sur cette demande ou pas. D'accord? Et vous voyez, tout ça a été généré, là encore aussi, de manière automatique. Si je reprends un autre exemple, je vais prendre ici ma réclamation hop, là, de Monsieur Dumont. Même chose, vous voyez que notre IA, allez, donc, a pu faire l'analyse du document. Donc là, ici, on était sur un courrier classique, d'accord? Toutes mes métadonnées ont bien été récupérées. On voit que ça a calculé des dates d'échéance différentes. Tout ce qui est réclamation, on a 15 jours pour répondre. Tout ce qui est réclamation, c'est forcément un document signalé, c'est-à-dire qu'au niveau de mon processus, ça va suivre un processus spécifique où là, techniquement, dans mon organisation, ça passe par l'assistante de mon DG, puis par mon DG, avant que ce ne soit transmis au service destinataire. D'accord? C'est le schéma que moi ici, j'ai paramétré pour tout ce qui était document signalé. Voyez, mais là encore aussi, mes métadonnées ont bien été à chaque fois récupérées. Ça sera bien pris en charge par mon pôle information publique parce que c'est une réclamation. Là encore aussi, ma zone de commentaires qui a été renseignée, la zone de description, etc. D'accord? Et juste pour vous montrer un petit peu aussi un côté intéressant de l'IA dans la notion de génération de documents, d'accord? C'est de pouvoir, par exemple, sur ce document-là, on dit qu'on veut automatiser. Alors là, je le fais de manière manuelle, mais on pourrait tout aussi bien l'automatiser, par exemple, tout ce qui est accusé de réception. D'accord? Et directement, depuis Élise, alors, chose que vous connaissez peut-être aujourd'hui, l'utilisation des modèles, vous voyez, va me permettre tout simplement, en un seul clic, ici, de générer un document basé sur une notion de modèle ELISE, mais surtout dont le contenu va être intégralement défini, rédigé par l'IA. D'accord? C'est-à-dire que plutôt que de faire un accès de réception, on va dire standard, bonjour, nous avons bien reçu, nous donnerons suite à votre demande d'ici 15 jours, et puis à chaque fois, on a la même chose. L'intérêt ici, éventuellement, c'est de dire, bah voilà, mon AR, il va toujours être personnalisé en lien avec la demande que l'on a reçue. D'accord? Donc, ça restera toujours une proposition. D'accord? Le contenu vous convient, bah, tant mieux. Le contenu ne vous convient pas, il y a toujours moyen, de toute façon, d'éditer le document et d'aller le modifier. D'accord? Mais là, au moins, on a ici pu, on va dire, définir, organiser une première version, d'accord, qui va permettre d'aider éventuellement l'utilisateur à finaliser un document tel qu'ici, par exemple, un accusé de réception. Donc, vous voyez, là encore aussi, de manière très simple, un clic, j'ai mon document, d'accord? Donc, là, ici, pour moi, tout l'intérêt, c'était vraiment de vous montrer toute la capacité aujourd'hui qu'a l'IA dans le traitement de vos documents. Et là, vous imaginez bien, pour toute la problématique d'EMAD, par exemple, de documents de type courrier, là, la valeur ajoutée, elle est importante parce qu'en termes de gain de temps, on va ici permettre justement d'optimiser un certain nombre de travail. Mais comme je vous le disais, l'IA c'est bien, mais l'IA ne remplacera, en tout cas j'espère pas, ou j'espère que quand je serai mort, va pas forcément vocation à remplacer l'être humain. Et la valeur ajoutée de l'être humain, c'est justement, ça va être de pouvoir analyser ou corriger les erreurs de l'IA. Alors, qui lui permettra aussi d'avoir cette notion d'apprentissage. Tout ce que je vais corriger, l'IA va l'apprendre. D'accord? Mais là, par exemple, dans mon schéma, bah, je vois que j'ai deux documents que je dois superviser. Donc, on va aller tout de suite jeter un petit coup d'œil. Alors, je dois les superviser, mais pour autant, on a quand même un certain nombre d'informations qui ont bien été récupérées. D'accord? J'ai bien un titre qui a été remis, j'ai une référence qui a été intégrée, mon contact a bien été connu. Ici, il considère que c'est un document qui, de toute façon, doit être signalé. Donc, toutes mes métadonnées ont bien été reconnues. Par contre, on voit que, alors c'était dans le message initial, merci de superviser le courrier, le contact n'a pas été identifié ou l'intervenant. D'accord? Donc, le contact, pour moi, il est bon. Par contre, l'intervenant final,
le service qui doit prendre en charge, bah, l'IA n'a pas su vers qui orienter ce document-là. D'accord? Donc, moi ici, je sais, hein, document administratif, le tribunal, je vais tout de suite envoyer ça à mon service juridique. Je pense que ça va les concerner en priorité. Donc là, voilà, je choisis mon service juridique. Et j'ai terminé. Voilà, je viens d'apporter une correction. Alors, ça, je laisse exprès pour les démonstrations, juste pour vous montrer. Là, ici, vous voyez que mon taux de confiance était que de 90. C'est la raison pour laquelle, de toute façon, ce document était en supervision. Maintenant, je vais même lui dire, non, maintenant, c'est 99%. Tout le reste, c'est parfait. L'avantage, c'est que la fois suivante, ce document, ou ainsi un document à nouveau du tribunal administratif de Montpellier qui arrive, l'IA va savoir que ce type de document est affecté, en tout cas proposera le service juridique en tant que service attributaire. D'accord? Donc ça, je vais pouvoir le traiter. Puis une fois que j'ai terminé, hop, j'ai terminé ma tâche. Voilà. Et puis si on va voir notre deuxième document, même chose. Ici, il a eu un souci. Il n'a pas réussi à identifier exactement le contact. On va aller tout de suite compléter notre information. Ici, c'est la société Ecoli. Hop, Jules Vallès. Vous voyez, toutes les informations ici pour moi sont bonnes. Là, ici, la prise en charge, c'est une réclamation, c'est bien le pôle information publique, il n'y a pas de souci. Et là, si je vais voir mon taux de confiance, bah oui, il était que à 89. Moi, maintenant, je lui dis, c'est parfait. Tu peux considérer qu'à 99%, c'est bon. Je valide. Hop, et j'ai terminé. Là, on va voir, ça va mettre à jour. Hop, ma liste va être à jour complètement et j'ai plus de documents à traiter. Voilà, donc ici, un des premiers apports qu'on va pouvoir aujourd'hui proposer à nos clients au travers des services d'IA. Un autre exemple aussi qui peut être assez intéressant, c'est, parce que là on vient de voir hein, l'intégration de documents de type papier, d'accord, des courriers qu'on a pu recevoir. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est tout ce qui va être intégration de mail. D'accord? Donc là, je vais me connecter. Alors, j'ai quitté encore un tout petit peu Elise. On va quitter temporairement Elise et on va imaginer un scénario qui est que j'ai un de mes agents, un de mes collaborateurs qui, ce matin, était malade. Il est allé voir le médecin. Il rentre chez lui. Il a son arrêt maladie. OK, très bien. Et donc, ce qu'on va juste lui dire, dès que vous rentrez, hop, vous pouvez nous envoyer directement votre arrêt maladie par mail. OK? Et ce qu'on vous demandera, tout simplement, oui, là, j'avais déjà préparé. Hein, donc, Dorian, il était chez son médecin ce matin. Ça allait pas bien. Il est arrêté. Il a rédigé son petit mail. Il a joint son arrêt maladie à son petit mail. Il n'y a pas de problème. Et on a défini ici une règle qui est de dire, voilà, vos arrêts maladie, vous les envoyez directement à telle adresse. Et nous, derrière, Elise, un module que peut-être que vous utilisez déjà, hein, qui est en standard dans Elise, qui s'appelle le mail feeder, va capter ce mail, la pièce jointe, va tout mettre dans Elise, et derrière, on va voir que, une fois de plus, l'IA va travailler. C'est-à-dire que, et vous le verrez, hein, là, ici, on est sur un document qui est manuscrit, donc vous allez voir que même sur des documents manuscrits, les outils d'IA permettent d'avoir vraiment une analyse ultra pertinente des documents. Et j'ai en plus, c'est moi qui ai rédigé, j'ai pas pris ma plus belle plume exprès. Et c'est quand même assez bluffant en termes d'intégration. Donc là, vous voyez ici, moi, je suis un agent, j'ai envoyé mon mail, et on va voir maintenant comment ça se passe côté Elise. D'accord? Allez, d'ailleurs, là maintenant, si je rafraîchis, hop, normalement, si j'avais bien bossé, j'avais traité ma tâche. Et je peux aller vaquer à d'autres occupations si besoin. J'ai plus rien à superviser, on est tranquille. Donc, je vais juste me déconnecter ici de mon service courrier qui a fini ses tâches. Vous voyez que ça peut être très rapide. Et on va aller faire un petit saut, cette fois-ci, au niveau de notre service RH. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le service RH qui traite normalement les arrêts maladie. Donc, je vais me connecter sur le profil d'une assistante. Ici, c'est Victoria. D'accord? Et je vais même tout de suite me positionner. On lui a fait un petit tableau de bord pour tout ce qui est gestion de carrière. Et donc là, vous voyez que directement en me connectant, j'ai depuis mon tableau de bord l'arrêt maladie qui a été intégré, 21h11 chez nous, d'accord? Et là, vous retrouvez le document directement ici. Et là, la grande force, c'est qu'on a réussi à récupérer donc les informations principales. Pour moi, je cherchais le numéro d'immatriculation, la date de début, la date de fin de l'arrêt maladie. Donc, toutes ces informations-là ont bien été récupérées. Les coordonnées de mon collaborateur, son numéro de matricule, puisque là, ensuite, vous voyez qu'à ce niveau-là, ce document, il est classé dans le dossier de l'agent. C'est-à-dire que là, on est aussi sur une approche pure GED de dématérialisation des dossiers des collaborateurs, des agents, des salariés, d'accord? Et là, ici, mon document, il est venu se classer directement dans le dossier. Et là, si je vais voir le processus, on est sur quelque chose de très simple. Le document, il arrive au service RH. Alors après, le service RH peut, s'il le souhaite,
mettre une tâche, par exemple, au chef de service de Dorian, lui dire, au fait, Dorian est absent, au moins comme ça, il a accès aussi à l'arrêt maladie si on veut. Mais, vous voyez, de manière très simple, moi, j'ai terminé. L'arrêt maladie, il est dans le dossier. Je peux même clôturer le document, complètement traité, et c'est terminé. Voilà. Et mon document, il est là, et on est tranquille. Vous voyez, de manière vraiment ultra simple et vraiment transparente. Là, on vient de voir la problématique mail, toujours dans une approche, on va dire, gestion de dossier agent. On peut aussi imaginer d'autres scénarios. Par exemple, de dire, bah, nous, on a des applications métiers qui génèrent du document. Et ce que l'on souhaite, c'est que là encore aussi, ça soit publié dans Elise. Et puis, autant que faire se peut, si ça peut se classer au bon endroit, on gagnera du temps. D'accord? Et un autre exemple, voilà, que j'aime bien aussi montrer. Alors, je vais de nouveau quitter Elise, mais je vais rester dans le monde des ressources humaines. D'accord? Donc là, je suis plus sur Elise, je suis sur un autre logiciel radicalement différent, un logiciel que j'ai récupéré, qui me permet tout simplement, moi, de gérer mon entreprise et surtout mes bulletins de paye, etc. D'accord? Donc là, on est au côté RH, on doit éditer les bulletins de paye. OK, donc je me suis mis sur mon application, hein, c'est ma pure application métier. Et ce que je vais faire, je vais dire, bon, allez, maintenant, on va tout simplement, pardon, hop, on va tout simplement générer l'ensemble des payes. Allez, tous mes bulletins, je génère tout ça, je clique sur valider. Et là, donc, alors là, c'est mon application métier, donc je vais attendre qu'elle ait terminé de générer tous mes bulletins de paye, qui est en train de me générer tous mes fichiers PDF. Et là, en fait, ce que l'on fait, c'est que derrière, l'application va pouvoir publier directement dans Elise des documents au travers d'API. Donc, et parmi ces API, notamment, il y en a une qui s'appelle la Data Gateway, qui permet justement à des applications métiers facilement d'aller déposer des documents dans Elise de manière simple et automatique. D'accord? Vous voyez, donc moi ici, j'ai terminé, hein, tous mes documents ont dû être générés. Hop, allez, je vais annuler et je suis tranquille. Voilà, donc vous voyez, de manière très simple, c'est fait. Transfert via la Data Gateway, récupération ici par Elise. Bien entendu, ben, on va mettre un petit coup d'IA qui va analyser les documents, en extraire les bonnes informations et aller classer chacun de ces documents directement dans les dossiers des agents. Donc si je retourne sur Elise, on va aller rafraîchir tout ça. Et on va aller faire un petit saut. Alors, peut-être que vous avez remarqué, mais ici, les nombres de documents qui sont contenus dans les différents dossiers ont évolué. Là, on va aller faire un petit tour sur le dossier de Louis. Je vais aller voir les bulletins de paye. Hop, et là, on voit tout de suite, tac, le document, bulletin de paye du mois d'avril, qui est bien ici. Les métadonnées ont bien tout été récupérées. D'accord, tout a été classé. Et puis surtout, le document, il s'est bien classé ici, directement dans le dossier de Louis. D'accord? Si je vais voir les autres, bah, bien entendu, même chose, hein, si je retourne voir le dossier des autres agents, si je vais par exemple sur le dossier de Dorian, d'accord, pour lequel on avait vu juste avant, hop, l'arrêt maladie qu'on a reçu tout à l'heure, là ici, j'ai bien le bulletin de paye qui a été intégré directement dans Elise. Vous voyez, donc j'aime bien ces nouvelles démos parce que finalement, je fais plus grand-chose, c'est l'avantage. Je laisse faire l'IA et ensuite je présente le résultat, je trouve ça assez sympa. Mais vous voyez, donc toute la valeur ajoutée, enfin la richesse ici, fonctionnelle par rapport à ce type, d'outil. D'accord? Je vais poser deux, trois questions, Frédéric, si tu le veux bien, Je t'en prie. pour les utilisateurs qui sont autour de nous et qui donc connaissent déjà Elise dans le mode avant l'IA. Est-ce que par rapport à ce que nous présente Frédéric, déjà vous avez des questions sur le mode de fonctionnement? Est-ce que c'est clair pour vous? Et est-ce que vous trouvez que ça peut avoir également un intérêt de simplification pour vos utilisateurs, d'avoir ces mécanismes qui, quelque part, font un travail qui avant pouvait être manuel, puisqu'on faisait de la saisie des fois pour enseigner des informations. Et est-ce que vous projeteriez facilement avec ce genre d'idée, ou vous avez des doutes sur le côté probant, le côté efficacité? Tania, si tu veux, je laisserai après Yuri peut-être poser sa question. C'est clair que je vois une plus-value avec une nouvelle fonctionnalité. Après, là, on est passé tout récemment de Excel à Elise. Ouais. Voilà, attendre 2 minutes pour passer de Elise à Voilà. C'est ça, mais c'est sûr, c'est quelque chose que la vidéo, je vais la partager avec l'équipe projet.
pense que intéressera bien Moi, je trouve que le côté manuscrit amène un petit complément pour les documents qui le sont encore aujourd'hui. Parce que il y a quelques mois, quelques années, sur les anciennes solutions de l'ADRAD, il y avait de très, très mauvais taux de restitution de la partie écrite parce que ben, c'était pas forcément évident. Là, ben, ce que fait Frédéric sur son arrêt de maladie, et comme il l'a dit, bon, il a peut-être pas pris sa plume, mais on arrive quand même à comprendre ce qu'il a écrit, mais c'est quand même manuscrit. Quand même, je pense, un peu plus. Yorick. L'implémentation de l'IA dans Ouais. l'active, l'école, on en parle. Oui, non. C'est un peu les tâches du plan. Ouais. Aussi, c'est aussi la personne. C'est pas lui, c'est la personne, la chose. Personne. Ça, c'est que, bien compris, autant. L'IA, ça permet d'apporter le bien solution, proposer une solution, pas des élèves, des œuvres, puis vérifier. Bon. C'est un gain de temps, l'organisation. Et rapidement, Et après, ça montre le côté aussi transverse parce que la feuille, l'arrêt de maladie, plus ben, quelque part avant une autorisation d'absence fait par un formulaire, etc. Ça peut aussi soulager les processus qui aujourd'hui dans l'organisation de nos entreprises respectives sont peut-être un petit peu plus lourds. c'est beaucoup d'échanges de mails. Souvent, sur base d'absence, CCRH, on parle constamment des mails, sur des projets de traitement, il y a des PAPIL, mais sans PAPIL. Faisabilité au processus CSP et tout, donc, de faciliter la situation. Et toi, Marie, sur la partie juridique, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu dois reprendre à la main en termes de métadonnées une fois que les informations sont dans ELISE ou est-ce que ça arrive déjà bon parce que les documents sont déjà dormés et les zones ou les champs qui constituent les métadonnées sont déjà propres? De toute façon, c'est nous qui les remplissons. Pour Ouais. l'instant, les informations sur les documents. Ouais. On rentre un document et ensuite, il faut rentrer toutes les infos. Donc, c'est vrai que... Il y a quelqu'un qui le fait à ta place. Oui, c'est pas la partie la plus intéressante. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, bien sûr. Donc, sachez, alors Frédéric l'a précisé, après je vais lui rendre la parole, c'est que toutes ces fonctionnalités aujourd'hui font partie de l'architecture ELISE. Les aspects AI ELISE sont en fait des abonnements complémentaires, parce que tout le monde n'a pas forcément besoin de l'IA. Il est possible de vous mettre en test des crédits AI ELISE où vous puissiez tester avant de le déployer chez vous et de pouvoir quelque part jauger ce que pourrait représenter le ROI, puisque quelque part ça va être votre question, c'est-à-dire que le temps que je vais gagner versus mon taux horaire à moi, est-ce que ça vaut le coup de rajouter un abonnement de ELISE qui va me faciliter ça, voire qui va me le faire en totalité. Mais de toute façon, déjà vous êtes éligible naturellement dans vos configurations, puisque vous êtes déjà dans le cloud, et après c'est juste une implémentation de l'abonnement. Je te laisse la parole, Frédéric. Pas de souci. Je rebondissais parce que c'est vrai comme on était sur la notion de la partie RH, enfin sur des vues, on va dire, de gestion documentaire sur une problématique RH. Moi, c'est un exemple aussi que j'aime bien montrer et on évoquait, enfin, j'ai entendu un petit peu plus de loin la notion d'échange de mails par rapport à des processus. C'est vrai qu'Elise, ça peut être aussi, enfin, pour moi, je le présente aussi comme un outil qui permet en effet de dématérialiser l'ensemble des flux documentaires internes. Et là où vous avez aujourd'hui un papier ou un mail qui transfère de droite à gauche ou qui va se perdre dans les couloirs, l'avantage ici, c'est de pouvoir tout consolider au sein d'un même outil qui va vous permettre de dire bah, je vais pouvoir avoir un process pour mes demandes de congé, mes demandes d'achat, mes demandes d'autorisation de mission. Et derrière, le but, c'est bien d'avoir centralisé l'ensemble des demandes qui vont être traitées et derrière pour lesquelles potentiellement il y a un processus qui peut être défini. La vraie richesse d'Élise, elle est vraiment là aussi en termes de gestion de flux documentaires. Pour nous, c'est vraiment un élément important. Un autre exemple aussi qui est intéressant, alors peut-être que ça vous concernera moins, mais en tout cas en métropole, notamment sur la partie privée, c'est encore d'actualité. C'était tout ce qui était dématérialisation des factures. Où aujourd'hui, alors Élise, alors là je passe peut-être un petit peu vite parce que voilà, vous connaissez, mais la notion de tableau de bord, c'est vraiment aussi un élément très très fort d'Élise, de pouvoir
adapter l'environnement de travail au profil de l'utilisateur, à son métier. Vous voyez, je me connecte sur un profil RH, on va avoir une approche, je me déconnecte et je reviendrai juste après, mais sur un profil RH, on va pouvoir avoir des approches différentes. On va pouvoir toujours proposer, on va dire, des scénarios, comment dire, des tableaux de bord génériques en fonction des profils utilisateurs, manager, secrétaire, assistante, collaborateur, mais de dire aussi, bah voilà, pour nos services RH, on va leur faire des tableaux de bord pour bien piloter tout ce qui va être candidature, par exemple, pouvoir créer leurs fiches de poste, les annonces, travailler sur les contrats de travail. Donc avoir vraiment ici quelque chose de très orienté métier, ou comme on l'a vu juste avant, la gestion des carrières, ou encore tout ce qui va être suivi de mission. D'accord? Donc, vous voyez, l'objectif, c'est véritablement toujours, grâce au tableau de bord, de pouvoir organiser au mieux la GED pour le métier de l'utilisateur. Et là, donc, si je reviens sur ma compta, bah, compta, ça gère, enfin, on y gère davantage plus les problématiques de facture. Donc là, je vais tout de suite pouvoir suivre les factures en cours. Là, je vois que j'ai 2 factures qui sont en cours de visa. Même chose que tout à l'heure, hein. Là, c'est des documents que j'avais publiés. Derrière, on a l'IA qui a travaillé, hein. L'IA a fait toute l'extraction de données. Derrière, on a pu définir le processus qui allait bien en fonction des informations. Et en plus, là aussi, une des richesses d'Elise, c'est la notion de lien entre les documents, de dire bah, cette facture, automatiquement, parce que les documents sont aussi dans Elise, hein, j'ai mon BS, j'ai mon bon de commande, bah, les liens sont faits. Et moi, en un clic, je suis sur ma facture, je peux tout de suite aller consulter le bon de commande, je peux tout de suite aller visualiser éventuellement le BL. Vous voyez, de manière très simple et rapide. Je ne cherche pas mes documents puisqu'ils me sont proposés directement. D'accord? Donc, c'est vraiment aussi une des grosses forces d'Élise. Vous voyez que ici, voilà, j'ai juste mis un document et derrière, tout ce travail, il est automatisé. D'accord? Et on va optimiser aussi le traitement sur ces documents. D'accord? Et là encore aussi, si on revient sur cette notion de dossier, et ben là encore, on va pouvoir retrouver l'ensemble de mes documents. Là, ici, j'ai dit, tiens, pour le service comptable, je souhaite avoir une vue de mes documents classés par dossier fournisseur. Pour chaque dossier fournisseur, j'ai tous les dossiers de projet et au sein des dossiers projet, je vais retrouver les différents documents. Je vais voir la même chose éventuellement pour mes clients. J'ai une vue, voilà, des dossiers de mes clients avec même chose, la même approche, les affaires et au sein des affaires, les différentes typologies de documents. D'accord? Et sur lesquels je vais pouvoir, hop, là encore aussi, je vais voir les factures ici. Bah, j'ai ici une facture directement qui est rattachée. D'accord? Là encore aussi, avec les liens, cette facture, elle est rattachée au bon de commande. Et même la petite possibilité, voilà, si vous maîtrisez Elise un petit peu, voilà, de pouvoir épingler les 2 documents. Ici, j'ai mon bon de commande. Ici, je retrouve la facture qui va bien. C'est les bons montants, ok, il n'y a pas de souci. Si je dois valider une facture, bah, vous voyez, mon bon de commande, je ne le cherche pas. J'ai juste qu'à cliquer, je le vois, ok, le montant est bon, on passe à autre chose. Vous voyez, donc là, la vraie richesse aussi d'Élise, elle va vraiment sur cette partie-là. Je vais vouloir, enfin, comme je veux terminer sur une bonne note, on va terminer. Oui, Il y avait une question? Oui, dites-moi. je vais revenir sur le connecteur au logiciel métier. Là, on a eu le cas du bulletin de paye. Oui, Le connecteur, il a été développé uniquement dans le cadre de l'IA, parce qu'actuellement, notre RH, elle le fait manuellement. Elle gère les bulletins, pardon. Au SPC, chaque agent qui Elise reçoit son bulletin de paye via Elise et la RH le fait manuellement. bah, alors, il n'y a pas de connecteur. On n'a pas besoin de faire un connecteur. La seule chose qu'on demande à l'application RH, c'est de générer un PDF et de nous l'envoyer. C'est tout ce qu'on lui demande de faire. Et là, ici, on peut même faire un truc tout simple, hein. Elle vient le déposer dans un répertoire. Nous, on l'aspire via la data gateway. Et derrière, c'est traité dans Elise. Il n'y a pas besoin de En fait, connecteur. La seule chose qu'on demande, comme Non, ici, c'est peut-être on parce est. pardon, excuse-moi. Je vous en prie. Peut-être parce qu'elle saisit manuellement le mois, elle le fait manuellement l'intitulé du bulletin. Alors Bah, après, là, il y a 2 façons, en- c'est-à-dire que soit ouais. soit dans l'application RH, les bulletins sont automatiquement générés, donc le mois concerné pour chacun des collaborateurs va automatiquement s'inscrire. Après, la seule chose qu'il faut faire, c'est une impression ou un spool d'impression qu'il va déposer dans un répertoire où Elise va pouvoir le récupérer. Mais si déjà c'est traité en amont dans l'application, elle n'a pas besoin de ressaisir le mois. Voilà. Et, Oui, autrement, on peut voir avec Bruno pour l'automatiser. et surtout, ce qui se passe, en fait,
pour être transparent avec vous. Moi, ici, quand je reçois un bulletin de paye, je demande à mon IA d'aller me rechercher quelques informations. La première information que je vais rechercher, c'est la date, la période. Et en effet, sur un bulletin de paye, c'est une information. Enfin, il y a des informations qui sont forcément toujours présentes sur des documents. Et ces informations-là, des fois, nous, on les récupère parce qu'on va les indexer. Alors, il est aussi possible, j'avais une question là, c'était lundi sur une autre démonstration, on m'a dit, ouais, mais si j'ai pas toutes les informations sur le document, est-ce que on peut aussi fournir un fichier complémentaire, un CSV, un document XML? Je dis, oui, donnez, nous, on récupère, puis on ira récupérer les bonnes informations. Mais là, sur ce type de document, moi, les choses qui m'intéressent, en fait, c'est la période, le matricule, parce que c'est grâce à cette information-là aussi, le matricule, en fait, il est repris directement, et parce que je sais que c'est ce matricule-là, bah, le document, il va se classer au bon endroit. D'accord? Et là, j'avais demandé aussi de reprendre les montants, c'était histoire de remplir un peu mes champs. D'accord? Mais ça n'a pas forcément une grande valeur ajoutée en termes d'information. Par contre, la période et le matricule, c'est une vraie valeur parce que c'est ce qui va permettre de mieux classer le document. Oui. Et après, comme tu as l'IA qui est intégrée là et qui n'est pas forcément implémentée chez toi, le travail en amont de recherche dans le document que ce module va faire, et peut-être qu'aujourd'hui, ça explique pourquoi elle le fait en partie manuel aussi. C'est la Exactement. même logique avec Corrisco aussi pour les factures. Oui, pareil. Exactement. Ok, merci. Là, ici, on récupère tout. Il y a un dernier sujet au niveau de l'IA que je souhaitais montrer, parce qu'il y en a un que je ne vous ai pas encore montré, c'est toute la partie assistant. D'accord? Et là, j'ai un exemple. Alors, je l'aime bien celui-ci parce que je trouve qu'il est assez complet. Mais là encore aussi, on reste toujours dans une problématique RH, hein. On va parler de la SI de candidature. Donc, tout à l'heure, voilà, il y a une candidature RH qui a été publiée. Elle est arrivée dans Elise. Comme le même mode de fonctionnement hein, que mon arrêt maladie, j'avais défini une adresse générique, candidature arrobas, ça tombe dedans, c'est récupéré dans Elise. Tout ça, ça va être auto-indexé, pas de souci. Le processus, il va être directement affecté. Tout ce qui est candidature, bah, ça passe par le service RH et on a décidé de mettre en copie notre direction générale et la direction administrative. OK. Et puis, on voit en effet que, vu que je l'ai reçu par mail, Elise me dit il y a 3 fichiers. Il y a le mail qu'on a bien récupéré, il y a la lettre de motivation et il y a le CV. OK? Et puis moi, j'ai pas envie de m'embêter à analyser tout, quoi. D'accord? Et c'est pour ce faire, j'ai ici une petite icône qui va s'afficher, qui est mon assistant IA. OK? Et je vais faire simple. Soit je lui dis directement, tiens, tu me proposes un résumé. Vous voyez, donc il y a des fonctionnalités standards, tu me proposes un résumé. Là, j'ai la possibilité de lui dire, voilà, sur quel document je veux que tu fasses ton analyse. D'accord? Là, je vais laisser les 3, hein, OK? Mais je vais lui poser des questions simples. Allez, quelles sont les compétences, alors éviter les fautes quand même, de cette candidate? Voilà. Hop. Allez, qu'est-ce qu'il me dit? Nathalie Perrin a plusieurs compétences, gna gna gna, ok, elle a fait tout ça, très bien, elle décrit, ok, bon, c'est pas mal. Quelles sont les entreprises dans lesquelles elle a travaillé? Les entreprises, hop, dans lesquelles elle a travaillé. Ok, donc là, il va me faire ça. Alors toujours après, il y a des trucs sympas, hein, je peux copier la réponse si je veux me le mettre dans un petit bloc-notes, etc. Donc vous voyez, j'ai toutes mes infos. Et puis, il y en a une. Alors, c'est un test que j'ai fait pas plus tard que lundi et j'ai trouvé la réponse assez originale. Enfin, surtout la question, qui est toute bête, c'est penses-tu que cette candidate correspond au profil du poste de responsable, c'est quoi? C'est administrative et financière, quoi. Administrative, tif et financier. Voilà. Et là, il me dit, sur la banane, semble correspondre au profil, ça possède, voilà ici les différents atouts, les compétences. Voilà. Bon, et maintenant, si je veux vraiment aller plus loin, bon, allez, on va quand même acheter un petit coup d'œil. D'accord? Mais tout l'intérêt ici, c'est voilà. Et ça, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, l'assistant va apprendre. Et là, dans les prochaines évolutions qu'on va mettre en place, l'assistant sera capable, en fait, sur un type de document, déjà de connaître les questions que vous avez l'habitude de poser. Typiquement,
les 3 questions que je viens de poser, je pourrais à chaque fois avoir 3 CV et je les poserai toujours les mêmes. Et donc, simplement, il me proposerait, il me dit, ah bah voilà, telle question, et j'aurai directement les résultats qui me seront proposés. D'accord? Et là, bah, là encore aussi, hein, c'est pour ça qu'on appelle bien ici un assistant. Bah, c'est que mon assistant ici, il va me permettre de dire, bon, est-ce qu'on va un petit peu plus loin ou pas dans l'analyse de cette candidature, tout simplement. Et ça, après, on peut l'avoir sur des tonnes de documents pour être, pour être transparent. Nous, on l'utilise, moi je l'utilise maintenant quasiment au quotidien dans notre Élise, puisqu'on est amené à traiter des gros dossiers, des gros marchés d'appel d'offres. Des fois, on a des cahiers des charges qui font 150 pages. Là, avant, je me bloquais une matinée pour me lire tous les documents. Bah, là, je me prends 5 minutes et je dialogue avec l'IA. Je sais ce que je recherche comme information. Et en fonction déjà des éléments qui me retournent, je vais pouvoir dire, OK, bah, tiens, c'est quoi le montant maximum du marché? C'est quoi le nombre d'utilisateurs? Est-ce que c'est du on-prem ou est-ce que c'est du cloud? C'est quoi les 10 principales fonctionnalités de GED attendues par le client? Et il me fait la synthèse, il me dit dans quel document ça se trouve, même à quelle page, et je peux tout de suite aller jeter un petit coup d'œil pour gagner du temps. Et ça, au quotidien, honnêtement, moi, ça me fait gagner un temps fou, vraiment. Et après, voilà, et par contre, ça ne m'empêche pas à un moment donné d'avoir une lecture plus approfondie du document, mais quand je vais lire le document, c'est que je sais déjà qu'on va y répondre à 99%. Et pas lire un document et puis se dire à la fin, bon, bah non, finalement, on répond pas. Donc j'ai perdu 2 heures pour rien. Voilà un petit peu les différents cas d'usage aussi possibles par rapport à ça. Une question. Une question. Dites-moi. Est-ce que l'analyse, l'assistant de l'IA de Elise se limite uniquement à l'analyse des documents ajoutés dans Elise? Ah oui, tout à fait. En fait, là, aujourd'hui, l'assistant, tel qu'on vous le présente, en fait, l'assistant ici, lui, l'analyse qu'il fait, c'est le document ou les documents qui sont bien rattachés à la fiche. D'accord? Ça, voilà, on n'interroge pas sur Internet, etc. Nous, notre assistant, il est là que pour vous aider sur les documents que vous avez. La question que tu te posais, Ouais. ça me répond. Moi, j'ai une autre question aussi. Pardon. Je reviens sur la partie où tu as parlé de la liaison entre les documents. Je voulais savoir si l'IA pouvait intervenir dedans pour des liaisons qui ne sont pas forcément évidentes au premier coup d'œil. Par exemple, une facture qui va être générée à partir d'un devis, mais sans faire apparaître le numéro de devis sur la facture. Est-ce que par rapport date, numéro aux références documents présentes dans le devis et la facture, Elise peut faire un lien entre les deux? À date, je vais pas m'aventurer à dire oui. Je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Et je dirais toujours, l'IA n'a pas vocation à être plus intelligent que l'être humain. Et je dirais un truc tout bête. On reçoit une facture, il n'y a aucune référence potentielle sur le devis. Bah, va falloir quand même trouver à un moment donné un système qui me permet de dire, bon, bah, cette facture-là, je sais. Alors si, je sais que j'allais rebondir sur le fournisseur, puis je vais peut-être regarder par rapport au montant. Mais voilà, l'IA ne sera pas forcément plus intelligente qu'un être humain. Et si vous gérez techniquement à la vue d'un document, vous auriez du mal à faire le lien entre un document avec un autre, considérez que l'IA aura pas forcément plus de capacité demain à le faire. Et j'ai souvent même tendance à présenter l'IA comme un collègue. C'est ce que je dis souvent. C'est en fait votre collègue, il arrive, et c'est le cas souvent de nous de l'IA, c'est quand il y a toute une phase d'apprentissage, et un collègue qui arrive, vous lui donnez un document, tu dis tiens, tu me l'indexes, bah, au départ, ça va certainement être un peu faux. Il y a des petites erreurs où il va avoir besoin de vous. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on parlait de supervision. Et donc, en fait, l'objectif, c'est d'accompagner son collègue à évoluer dans son travail, à monter en compétences. Mais à un moment donné, en effet, le collègue, il peut arriver, bah, à qui j'attribue cette facture? Oh, moi, je regarde, bah, j'en sais rien, quoi. Bah, écoute, on va aller regarder, on va essayer de trouver d'autres informations par d'autres biais, et on gardera le même principe. Vous voyez, pour moi, la logique, elle est assez proche de celle-ci. Mais par contre, pour répondre à ta question, si les informations sont présentes sur le document, Sur le- qu'elles sont réellement C'est du- écrites, C'est voilà, du pain béni. Ouais. Sur ça, il n'y aura aucune ambiguïté. On saura analyser l'information, on va l'extraire. Alors ensuite, on peut. Alors, je vais peut-être mettre, allez, quand même, je vais minorer un petit peu ce que je viens de dire. Parce que si je reprends l'exemple sur lequel on était tout à l'heure,
Hop, je vais me déconnecter, je vais revenir sur mes factures, notamment. Parce que derrière, on a quand même une autre logique dans Elise. Quand on fait des liens avec des documents, on a la capacité aussi de faire des héritages de données. C'est-à-dire que tu as des métadonnées sur un document, ce document-là, il est rattaché à un autre document. On va pouvoir dire, bah tiens, j'avais pas sur mon document telle information. Par contre, comme il est lié à une autre, et là, il y a l'information, je fais un héritage et je récupère. D'accord? Et l'exemple des factures, c'est exactement ça. Si je prends, par exemple, cette facture-là, je vais te montrer, tu vois, j'ai tout un ensemble d'informations. D'accord? Donc, il y a des métadonnées qu'on a réussi à récupérer grâce ici au document. Par contre, il y a des métadonnées qui ne sont pas présentes. D'accord? Si je regarde, par exemple, sur ce document-là, je te dis, alors le bon de commande, c'était peut-être pas cette facture-là, je vérifie. Non, c'est le numéro d'affaires, pardon. Donc, je vais plutôt prendre l'autre facture. Voilà, celui-ci. Tac, 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 voilà. Donc là, ici, j'ai tout un ensemble d'informations. Le numéro de facture, pas de souci. En effet, numéro de bon de commande, il y a même le numéro de BL. Donc là, c'est facile. D'accord? Par contre, tu vois, il y a une métadonnée. Hop, pardon. Oups, numéro d'affaires. Ici, cette information-là, elle n'existe nulle part sur le document. D'accord? Ça n'existe pas. Ça, je le sais, j'en suis sûr. Par contre, elle existe sur d'autres documents. Comme Élise a fait le lien entre ma facture et mon bon de commande, mon bon de commande, lui, peut avoir des métadonnées. Je vais avoir potentiellement besoin. D'accord? Là, ici, j'avais renseigné cette information-là. D'accord? Et donc, les documents étant liés, je peux dire, bah tiens, vu que tu sais que les deux sont rattachés, tu vas me chercher telle info, telle info, telle info sur tel autre document et tu me le redescends. Et c'est ce qui nous permet derrière de générer des liens qui n'étaient pas forcément attendus initialement. Ok. D'accord? Et c'est peut-être plus dans cette optique-là, mais tu vois, ça ne sera pas de l'IA. C'est pas, voilà, c'est pas de l'intelligence artificielle qui gère ça. C'est simplement des règles logiques de gestion et les fonctionnalités d'Elise qui nous permettent de faire ces héritages. OK? Et Allez. est-ce que l'IA est capable de aussi proposer des réponses dans le contexte ou de texte réglementaire? Exactement. Alors, j'avais un exemple, notamment. Alors, je vais me déconnecter. Alors, il y aurait un exemple tout bête. On peut toujours utiliser, par exemple, notre assistant. L'assistant, je peux dialoguer, tiens, bah, par rapport à cette candidature, si je reviens sur Tchouk, c'était lequel? C'était, hop, je vais revenir là, ici, je viens ici, hop, je prends cet exemple-là, et puis sur ça, alors je reprends, ouais, je suis allé un petit peu vite, mais je suis revenu sur ma candidature tout à l'heure, propose-moi une réponse négative, voilà, une réponse négative pour cette candidature. Hop, là, tu as. Hop, et après, on peut vraiment aller très loin. Utiliser un ton solennel. En utilisant un ton solennel. Voilà. Utilisant un ton solennel. C'est la fin du Voilà. secrétaire de direction. Et là, même chose, hein, hop, je copie la réponse, bingo. Donc on peut, et là voilà, ça peut rester, c'est vraiment quelque chose qui peut en effet, on peut le gérer ici. Et j'ai un autre exemple, mais je crois que ça fonctionne plus. Je vais quand même le tester, je vais vous montrer. J'espère que ça va fonctionner, mais j'ai un petit doute. Hop, je vais faire ça. Alors, je vais tout que ici j'ai une fonction. Donc là, je suis sur une demande de subvention. Hop, je vais faire assistant à la réponse. Et en fait, ce qu'on peut en effet développer, là, c'est ce qu'on a fait pour ce type de document, c'est avoir un petit formulaire d'assistant de réponse. OK, donc là, pour tout ce qui est demande de subvention, hop, la décision. Gna gna, hop, on va dire que la décision, ça c'est accordé. Le montant, on va mettre 35 000 euros. Hop, et je propose. Mais je crois qu'ils m'ont coupé les accès à ça, donc je vais peut-être pas pouvoir. Allez, j'aimerais bien que ça fonctionne. Allez. Ah non, je suis désolé, voilà, j'ai un message d'erreur et je sais plus pourquoi. Mais l'idée, c'est la même chose, c'est j'ai mon formulaire ici, d'accord? L'IA me propose une réponse. Alors je vais mettre
réponse. Hein. Je vais mettre, voilà, vous m'excuserez, je fais juste un truc comme ça. Donc, imaginons, voilà, l'IA nous a proposé le document, et en fait, j'ai juste qu'à cliquer sur valider. Hop, je fais oui. Et là, en fait, directement dans Elise, là, je suis parti d'un courrier arrivé, ça va me générer la fiche courrier départ, d'accord? Directement, lié toujours au courrier arrivé, et ça va me générer mon document Word directement. D'accord? Donc, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, je peux utiliser mon IA, je lui fais des demandes, il me génère du texte, je peux faire du copier-coller et je crée mon document, ou je peux directement, via l'assistant, générer un document, hop, ici. Bon, vous m'excuserez pour le contenu. Mais c'est un peu dans cette logique-là. Ça répond à votre question? Oui, très bien. Et sur la Parfait. partie facturation, est capable de comprendre, par exemple, un fournisseur relance collectivité publique pour le paiement de sa facture, est-ce qu'il est capable d'analyser l'état de l'avancement de la liquidation, le service fait, Euh, le mandat ou le paiement? Ben, quel- ça dépend ce qu'il va y avoir déjà dans Elise, parce que la majorité de ces informations, elles sont dans vos systèmes informatiques à côté. Si Elise, en fait, ben, n'a pas ces informations-là, eh ben, il ne fera pas de miracle. Par contre, si dans la procédure de bon à payer qui est intégrée dans Elise avec un workflow associé, on sait aller chercher les informations dans les systèmes par des connecteurs ou des API, c'est par cet intermédiaire-là qu'on aura le statut. Mais après, l'AI d'Elise, ça n'a pas pour vocation d'être un truc miraculeux qui va pas avoir des informations, enfin, qui va pas pouvoir répondre à des informations qu'il n'a pas. Là, il faut faire un processus de bon à payer de bout en bout dans Elise, qui avait été la maquette d'ailleurs les SIPF, hein, parce que c'était le processus de la commande qui est classique. Et donc, de ce fait-là, ben, on avait des inputs qui venaient des différents systèmes concernés, et donc on avait une visibilité sur l'avancement. Et à la fin, quand la personne qui était censée analyser le bon à payer ou le service fait, ben, elle avait tous les éléments pour dire je valide, et à ce moment-là, ben, ça remontait dans l'Élise, ça se classait. C'est comme ça que ça se fait. Mais l'IA, à ce stade-là, n'avait pas de vocation, c'était les interfaces qu'on avait fait avec les applications. Ça répond à la question enfin, vas-y Fred, je te laisse finir ou avancer. Allez. Et je regardais, il nous reste un petit quart d'heure. Donc, pour le dernier quart d'heure, ce que je vous propose, c'est on va arrêter de parler d'IA. Hein, ça fait quand même déjà 45 minutes qu'on en parle. Non, c'est aussi vous montrer d'autres fonctionnalités, alors que vous connaissez peut-être ou pas, mais toujours montrer dans cette optique d'intégration facile de documents, de processus documentaire, et là plutôt de signature électronique, montrer un cas d'usage. J'aime bien présenter, qui va me permettre justement de vous montrer comment depuis Elise on gère des processus documentaires autres que du courrier. Hein, on est bien d'accord. Et là donc on sort du cadre courrier, on reste toujours dans le domaine du RH. Alors là, ça parlera peut-être plus aux structures publiques, la notion d'arrêté d'avancement de grade, etc. Et de dire, toi, donc là, on va générer un lot de documents directement depuis Word, d'accord? On va faire de la fusion publi-postage, d'accord? Et grâce à un petit add-in directement Elise qu'on peut implémenter dans Word, depuis Word, je vais publier des documents dans Elise. Ces documents, pareil, ils vont être auto-indexés. On va récupérer les bonnes métadonnées. Et puis surtout, derrière, on va leur attribuer un bon processus de traitement. D'accord? Donc là, via mon petit bouton Publie postage, hop, on va lancer mon publie postage. Alors, j'ai pas beaucoup de documents, j'en fais que 3 pour éviter d'en avoir, hop, toute une panoplie. Là, je vous montre, j'ai une petite fenêtre. Tout ça, voilà, ça va être généré. Je clique sur Lancer le publie postage. Et là, donc, mes documents Word se génèrent. D'accord? Une fois qu'ils sont générés, ils sont envoyés dans Elise. Les documents vont être créés. D'accord? Et puis vous allez voir, hein, ça prend quelques secondes. Tac, tac, tac. Ajout des fichiers. Hop. Tac. Et le dernier. Voilà. Allez, le publi-postage est terminé. Je peux toujours avoir un petit rapport complémentaire. Voilà, ça m'a créé tous ces documents-là. J'ai les liens directement vers les documents. Je peux même les clôturer à distance si je veux. Là, pour l'instant, je ne vais pas m'occuper de ça. Voilà, moi, j'ai terminé. Ma fusion publi-postage a été faite. Et là, on va revenir
toujours sur notre profil RH, hein, je retourne sur le profil de Victoria. On va revenir à nouveau sur son tableau de bord gestion des carrières. Et on voit ici, hop, nos documents qui ont été intégrés. Je retrouve un arrêt maladie tout à l'heure. Puis là, surtout, je retrouve les arrêtés d'avancement qui ont été générés depuis Word, transmis directement dans Elise. D'accord? Allez. Classés, bien entendu, hein, ça vous avez l'habitude maintenant, directement dans le dossier de l'agent. Pas de problème. Mais mes métadonnées ont bien été récupérées. Mon document Word, il est là. OK? Et dans mon schéma, c'est de dire, voilà, ce type de document, dès qu'ils tombent dans Elise, derrière, on leur attribue un process. OK? Si je vais voir mon processus, il est très simple. Le document, alors on remet une étape de vérification. Moi, j'aime bien toujours quand même vérifier les informations, classement du document avant transmission à l'agent pour signature. OK. Allez, on va même classer éventuellement tout de suite le document, comme ça, ce sera fait. Hop, je vais chercher mes métadonnées qui vont bien. Classement de la pièce, ça c'est avancement de grade. Hop, pardon. Grade, hop, ça c'est dans mon. Voilà. Ça c'est mon plan de classement. Voilà, j'ai classé mon document. Mince. Ah, pardon. J'étais bien lecture seule. Hop, le classement, j'ai dit grade. Pas garde, grade. Je fatigue. Allez, ça c'est bon. J'enregistre mes modifications. Vous voyez, donc ma première étape, ça c'est bon. Les informations sont bonnes. J'ai classé le document OK avant transmission à l'agent pour signature. D'accord? Et là, en effet, si on va voir mon processus, le document, il va être traité ici. Une fois qu'il va être envoyé à l'agent pour signature, on va mettre en place notre automate qui va être en attente. C'est-à-dire que derrière, on a un automate Elise qui va être à l'écoute, puisque le document, il va quitter Elise pour être signé. D'accord? Là, on va demander à notre agent de signer électroniquement le document au travers des outils YouSign. OK? Et puis, on va attendre qu'il revienne. Puis, dès que le document est revenu, il est repris en charge par notre agent. Et ensuite, ça transmet le document à notre directeur général qui, lui, va aussi signer ce document-là. Et enfin, le document retourne au service RH. La procédure sera terminée. On clôturera le document et on affecte de manière automatique ici l'agent correspondant, Louis, pour information, pour qu'il ait accès aussi au document. Là, vous allez voir, tout ça, ça va aller très vite. Je vais tout de suite, moi, maintenant que j'ai vérifié que tout était OK, lancer ma procédure de signature directement depuis Elise. Donc là, on s'appuie, nous, sur un partenariat qu'on a mené avec YouSign, d'accord? Donc on a développé ce qu'on appelle un ECS. Donc c'est quelque chose de complètement encapsulé. Pour un utilisateur Elise, c'est complètement transparent, d'accord? Là, j'ai juste été modifier le numéro, comme ça je reçois un SMS pour quand je vais valider avec mon code, d'accord? Donc je retrouve ici mes informations. Allez, deuxième étape, je vais indiquer là où je vais venir positionner des informations. Donc par exemple, je peux dire, tiens, on va rajouter une mention, je vais rajouter la mention date. Je veux qu'automatiquement la mention date, elle se mette là. Je veux rajouter la signature, hop, ici mon agent, je veux, qu'elle se positionne ici. Donc on va comme ça structurer le document, d'accord, où je vois les informations lorsque mon agent va signer son document. Je vais pouvoir éventuellement définir un nom de procédure. Je peux donner une date d'expiration ici à cette procédure. Bien voilà, à partir du 16 juin, si le document n'a pas été signé, la procédure elle devient caduque. Quand on est sur des contrats, des choses comme ça peut être aussi intéressant. D'accord? Et puis, je clique sur continuer. J'ai un récapitulatif. Allez, pour moi, tout est OK. J'ai juste qu'à créer la procédure et j'ai terminé. À partir de là, tout simplement, on va transmettre à YouSign les éléments et YouSign va envoyer un mail à Louis pour qu'il traite son document. Parallèlement à ça, derrière, on va pouvoir aussi, depuis Elise, grâce notamment au lien ici, avoir un suivi des étapes de traitement. D'accord? Je vais aller sur le document, je vais vous montrer rapidement. Allez, mince, oh non, je ne vais pas le télécharger, je vais juste visualiser. Hop, il est en train de m'ouvrir le document en plus. Allez, c'est bon. Donc là, ici, tout de suite, vous voyez, sans même besoin d'aller dans YouSign, d'accord, l'agent va pouvoir tout de suite avoir une fiche de suivi de la procédure de signature. OK, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Le document a juste été, la procédure a été créée. On va laisser traiter ça. D'accord? Entre-temps, ce qu'on va faire, alors, c'est pas Nathalie Perrin, c'est Louis qui va recevoir son mail. OK? Hop, je me suis connecté chez Louis, donc imaginons il s'est mis sur sa boîte mail personnelle, hop, il vient de recevoir ici un mail de YouSign.
OK qui va l'inviter à aller signer son document. J'ai juste qu'à cliquer sur accéder au document. Allez, on va commencer la procédure. Je prends connaissance de l'ensemble des éléments. D'accord? Alors, si je ne suis pas d'accord, bien entendu, après on est dans les outils du sign, hein, vous pouvez refuser si vous n'êtes pas d'accord, ou alors dire OK, je signe mon document. Là, pour des raisons d'identité et d'authentification, je vais recevoir un SMS avec mon code pour pouvoir signer. 07 23 49. 07 23, c'est un code à usage unique, hein, donc je peux vous le donner, ça aura changé pour la prochaine. Je signe mon document et j'ai terminé. Vous voyez, la procédure, moi, de mon côté, elle est terminée. À tout moment, bien entendu, je peux télécharger le fichier. D'accord? Louis peut, s'il le souhaite, récupérer le document. Hop, et vous voyez même, il s'est ouvert directement, moi ici. Hop, je retrouve bien ici le document. J'ai le panneau de signature qui me justifie bien que le document a bien une signature électronique d'intégrer. Et j'ai bien ici mes éléments. D'accord? Mais surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est que ce document, bah, entre-temps, il retourne dans Elise. D'accord? L'objectif, c'est que voilà, YouSign nous renvoie directement le document et que nous, on continue la procédure. D'accord? Donc, si je reviens ici sur mon document, hop, je fais suivi de signature des arrêtés. Allez, je vais valider ça. Ah, alors, je l'ai où? Hop, vérification. Ah, j'ai pas traité ma tâche. Je suis idiot. Je suis désolé. J'étais un petit peu vite tout à l'heure, je pense. Hop. Ah oui, là, j'ai mon. Hop. Ah, je suis allé un tout petit peu vite, j'ai oublié de traiter ma tâche. Alors, je vais attendre que ça libère mon document. Voilà. OK. Bah là, d'ailleurs, normalement, vous voyez déjà le document, il est déjà revenu. D'accord? Vous voyez, hop, là, je suis bien désormais en version 2. Hein. Derrière, on va avoir tout le versionning d'un release. C'est-à-dire que je vais bien retrouver la version créée par Victoria, puis la seconde version qui est le document signé ici par Louis Hunter. Chose intéressante aussi, sur ce même document, je vais aussi récupérer les preuves, le fichier de preuves directement dans Elise. Et si je vais juste revoir aussi mon fichier de suivi, bah, vous voyez que là encore aussi, mon fichier de suivi par rapport à la version de tout à l'heure a évolué. Et là, je sais de toute façon que la procédure a été intégralement réalisée. D'accord? Et bah, donc, ce qui nous reste à voir, bah, au niveau de mon processus, alors on va attendre que notre agent traite sa tâche, il faut une petite minute, mais à partir de là, maintenant, bah, le document, il va passer au niveau de mon directeur général. Alors, on va aller se déconnecter ici. Aller sur le profil de mon DG. Voilà, il se connecte sur Elise. Alors, j'ai juste, voilà, je vous dis, il faut juste attendre. Hop. Il faut une petite minute, hein, le temps que les traitements se fassent. Alors, en démonstration, ça peut paraître une éternité. Dans la vraie vie, bah, c'est quasiment transparent, hein, de toute façon, pour les utilisateurs. Allez, pour aller signer électroniquement mon document. Allez. Alors, si vous avez une question, c'est le moment, comme ça. Est-ce que sur la partie signature électronique, c'est un sujet aussi chez vous ou pas? On en avait parlé hier. Oui, pour les. On m'a dit que, en cas de dématérialisation, on parle aussi de signature électronique, mais localement, il me semble que le pays, comme le commission juridique, ce n'est pas assez clair. C'est ce que tu disais par rapport à la direction du numérique qui n'avait pas encore statué sur ça. La TGVN doit avancer pour l'application. Pour l'info, il y a suite, et quoi du pays, sur dématérialisation des actes et procédures administratives. En fait, la DGEN devait, en collaboration avec Open, reprendre le concept pour faire la même chose pour le privé. Mais je n'ai pas, ça n'a pas avancé. Moi, j'ai posé la question à la DGEN de 3 ans. Et il m'avait dit, pour l'instant, on n'a pas de loi propre. Du coup, on adapte la législation française. C'est le retour qu'ils vont donner. Quoi. Contre, dès que vous communiquez avec une administration, puisqu'il y a pas sur l'administration, mais la DCP, les fournisseurs, tout, là, c'est complètement autorisé. Il y a des fournisseurs qui, une fois leur déclaration d'impôt, c'est signé électroniquement.
C'est bon, juste pour voir. Après, Parce que là, en effet, hein, on est vraiment sur des problématiques l'objectif, de toute façon, c'est d'être dans du 100% digital. Et la notion de signature électronique, ici, elle est vraiment double, hein, parce que là, ce que je vous ai montré, c'est une signature électronique externe. Alors, c'est une signature IEDAS, d'accord? L'autre point aussi, et là, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que sur un même document, je peux avoir deux types de signature électronique, puisque là, ce document-là, en fait, ce que je vais être amené à faire ensuite, c'est de proposer en interne de signer. Et là, par contre, d'utiliser des clés de signature type, alors je sais pas comment ça fonctionne en Polynésie, si la notion de RGS, ça vous parle. Oui. Oui, c'est la même. Voilà. Et ben donc là, ici, ce que je vais faire, hop, allez, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, je me suis mis sur le profil de mon DG, il voit le document, il voit les informations, il voit la version signée par l'agent. Lui, ça lui convient aussi. Hop, je vais ici signer avec Elisflow. Alors, hop, ça va m'ouvrir. Je vous le mets ici, mon application de signature. Hop, vous allez voir, ça me rouvre le document, ça vient me positionner directement l'image. Vous avez peut-être dû voir hein, sur le modèle, j'ai des jokers. Alors là, on voit encore le joker date, mais on va voir qui va être remplacé. J'avais un joker signature, c'est venu apposer directement l'image, moi ici, de mon signataire. Mais surtout, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais signer avec un certificat électronique. D'accord? Et donc, de la même manière, j'ai juste à cliquer sur mon petit bouton vert. Là, ça vient incruster l'image de la signature de mon DG, d'accord? Mais surtout, ça vient encapsuler dans le fichier PDF la signature électronique de mon directeur, tout simplement de mon directeur général, d'accord? Et ainsi, j'ai bien un document, hop, qui désormais, je suis en V3, et là, j'ai bien le document signé. On notera que la date du jour, elle a bien été mise automatiquement en fonction de la date de signature du document, d'accord? Et là, mon document, il est finalisé. J'ai bien un document qui a une valeur juridique, qui a été signé électroniquement par deux personnes distinctes avec deux outils différents. Le premier au travers de l'ECSU Sign et ici au travers directement d'Elise. Voilà. Et donc en fait, dans le schéma, je valide ma signature et comme on l'a vu tout à l'heure, ce document, une fois qu'il a été signé, dans son processus, il retourne au service RH indiquant que la procédure est terminée et que le document peut être clôturé. Et ce que l'on va faire tout de suite, comme ça, on aura bouclé la boucle et j'aurai quasiment tenu dans le délai qui m'était imparti, ce qui est pour moi un exploit, vu que généralement je dépasse. Allez, gestion de carrière, comme ça je le retrouve plus facilement. Arrêtez, la procédure est terminée. Allez, mon document bien classé au bon endroit, c'est fini. Et on va clôturer, parce que quand on clôture un document dans Elise, il ne sera plus modifiable. Allez, et c'est terminé. Et mon document, il est là, il est accessible maintenant par mon agent de la même manière. Voilà, il peut avoir accès aussi à son document. Et vous voyez de ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, cette notion d'espace RH, ça peut être intéressant. Où là, si je vais sur le profil de Louis, hop, et que je vais voir dans mon espace RH et que je vais revoir toutes les pièces de mon dossier, hop, l'état d'avancement, ma promotion, voilà, mon document, il est bien là et j'y accède. Et c'est bien le document que j'ai signé moi. Tout l'intérêt. Une question, Yorik. Je comprends la différence de la signature et de la signature du sign. Du sign, c'est uniquement avec des personnes extérieures. Oui, l'organisation. Oui, en fait, l'idée, alors là, cet exemple, il est un petit peu galvaudé parce que vous allez me dire, mais c'est quelqu'un de mon organisation, il aurait pu signer. Sauf que vous n'allez pas fournir à tous vos agents, tous vos collaborateurs, des clés de signature électronique qui coûtent 250 €. Ça n'a pas de sens. Surtout pour signer une fois de temps en temps. Donc là, pour nous, l'idée, en effet, du YouSign, c'est vous permettre, vous, de lancer une procédure de signature interne, mais aussi externe. Parce que quand vous envoyez un document, là on prend cet exemple-là, mais ça peut être un contrat de travail, ça peut être une convention. Vous savez pas, quand vous avez signé vous un courrier, un document électroniquement, si la personne à qui vous allez l'envoyer est équipée de solutions de signature électronique. L'avantage ici, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de ça. C'est au travers des outils YouSign que la personne ou l'organisme va signer électroniquement son document. Le C'est principe, pour ça c'est qu'on qu'en fait fait, cette distinction entre signature interne et signature externe. à l'interne, donc sur la partie EliseFlow, c'est à partir du moment où tu as des licences business que tu as en fait la capacité d'utiliser l'application EliseFlow. Là, en fait, c'est un pack de signatures externes de type YouSign qui peut être fourni soit par Neoledge, soit par vous, si vous avez déjà du YouSign que vous utilisez par ailleurs.
Mais ça vous permet effectivement de faciliter la signature sans vous soucier de savoir si la personne qui est au bout a un système déjà, une clé ou pas une clé, etc. Et ça peut marcher aussi bien avec vos fournisseurs que clients, que vos collaborateurs. Et les signatures via le certificat fourni, certifié sign, et une valeur probante. Oui, après, c'est la double authentification qui permet donc de confirmer que c'est bien la bonne personne, donc c'est une valeur. Et après, de toute façon, c'est le processus. Et je rappelle que ELISE, en fait, est une piste de données fiable par rapport à l'historique qui est à droite, donc on peut tout tracer. Donc, si à un moment donné, vous avez un audit d'un organisme de certification ou autre qui vous demande de démontrer, vous pourrez démontrer que tout s'est fait et tout a été tracé dans ELISE aussi. Ça a une valeur juridique. Donc ça ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous utilisez aujourd'hui avec toi, Marie, sur les aspects contractuels, ben, on reste dans quelque chose. Alors, on a vu l'apport que peut avoir l'IA sur le fait que ça pourrait t'éviter de remplir des choses qui aujourd'hui ben, sont faites manuellement et qui te font perdre peut-être du temps aussi. De te concentrer réellement sur des choses peut-être à valeur ajoutée. La partie signature ben, fait que vous avez la possibilité, comme vous le faites aujourd'hui avec des parapheurs, de pouvoir faire valider en interne, à partir du moment où vous avez des licences business, des processus ou des documents avec la transposition de la signature manuscrite en tant que telle en interne, mais qui n'a pas une vocation à prime abord d'être à valeur probante, mais qui peut l'être. Donc peut-être que c'est important. Ensuite, derrière ça, ça vous permet aussi de gérer dans la partie externe, sans pour autant offrir des licences ELISE à des externes qui pourraient s'y connecter au prix des licences par l'intermédiaire de YouSign. Et après, vous avez toutes les typologies de documents que vous pouvez de ce fait-là traiter en interne ou en externe, en ayant la traçabilité dans l'historique de tout ce qui est fait avec ces documents. Et ils travaillent uniquement avec YouSign. Alors non, après, enfin, aujourd'hui, c'est ce qui est préconisé par l'éditeur parce qu'ils ont un accord avec eux. Si aujourd'hui, on a d'autres systèmes de signature, Frédéric, on n'est pas lié 100% si on veut faire de l'externe. Si le client a déjà un système équivalent à du si. Non. Pardon. Aujourd'hui, très clairement, alors on nous a posé la question, voilà. En fait, côté métropole, il y a deux grandes sociétés qui se partagent le marché de ce qu'on appelle la signature externe, c'est DocuSign et YouSign, très clairement. Nous, on a fait le choix il y a déjà 3 ans, voilà, de mener un partenariat avec YouSign parce que d'un point de vue relationnel, c'est ce qui se passait le mieux. D'un point de vue API, c'est ce qu'ils proposaient. Enfin, ils proposaient vraiment des choses vraiment plus intéressantes que DocuSign et que économiquement, l'offre de YouSign à fonctionnalité égale était plus intéressante pour nos clients. Donc, on a fait ce choix et on nous a demandé, ah, mais on a DocuSign, est-ce que vous le ferez? Et notre réponse, elle est clairement non. Non, parce qu'on ne va pas le démultiplier. Aujourd'hui, nous, on a une offre qui est tout packagée en même temps. Je dirais, alors, on dit qu'on travaille avec YouSign pour être transparent, mais entre guillemets, nos clients n'ont jamais aucune relation avec YouSign. Quand on active le service, quand l'abonnement est activé, vous ne payez rien à YouSign. Tout est globalisé de toute façon dans l'abonnement du service que vous achetez. Donc, que ce soit du DocuSign ou du YouSign, la seule chose qu'on vous dit, c'est qu'on fait de la signature externe. D'accord. Là où ça change, alors, c'est pour aussi avoir raison à un moment donné, même si c'est pas des c'est que sur la partie parapheur, là, par contre, on n'est pas forcément obligé de faire de l'ELISE flow, puisqu'il y a des clients qui ont des parapheurs autres que le marché et qui veulent continuer à les utiliser. Je suis tout à fait d'accord avec toi et dans ce cas-là, en effet, on a des connecteurs. On a des connecteurs parce que là, sur la partie purement parapheur, c'est-à-dire que quand on va signer au travers Elise, il nous arrive, bien entendu, voilà, de déployer Elise chez des clients qui sont déjà équipés d'une notion de parapheur électronique. En métro, on va retrouver Libriciel avec le e-parapheur, Xbus des CRCI ou Fast de DocaPost. D'accord? Et là, généralement, le but pour nous, c'est de dire, bah non, on va pas vous faire changer d'outil de signature. Vous en avez un. Donc là, par contre, on a développé les connecteurs pour ces 3 types de parapheurs. Et là encore aussi, on couvre 90% du marché avec ces 3 parapheurs.
la notion d'historique, vous avez déjà eu à vous en servir dans Élise pour faire des recherches, pour savoir, pour vous démontrer que quelqu'un avait fait ceci ou cela, ou ça vous a jamais trop arrivé? Je vais montrer, non. Non. Ou pour rechercher peut-être? Qu'il y avait Oui, ça, pour regarder, effectivement, qui était en chemin. C'est ça. Ok. Sur les aspects recherche dans Élise, vous êtes bien aguerri, parce qu'on en profite, puisqu'on a un hyper spécialiste avec nous. Vous connaissez les différents moyens de recherche dans Élise, ou à l'issue des intégrations qu'on a fait avec vous, on vous a montré un truc et vous faites tout le temps la même chose. Moi, j'avoue que c'est trop, si on fait vraiment l'arborescence, là, Ouais. il y a trop de choses. C'est trop Donc, pas moi, j'avoue, maintenant, j'utilise plus que la barre de tâches. la barre de chat. Ah, ouais, parce que sinon, c'est trop Non. compliqué, quoi. Très bien. Ouais. Tania, La facilité, c'est la barre aussi. la barre de recherche, c'est Comme tout le monde, en même temps, là, c'est la question. Moi, je connaissais les réponses. Hein, genre, je savais très bien. C'est tout l'intérêt, en effet, c'est la recherche full text ici. 99 fois sur 100, c'est ce qui est utilisé par nos clients. Alors, on va pouvoir éventuellement utiliser pour des experts ou pour des problématiques métiers l'explorateur, enfin les vues dynamiques. Mais quand vous savez exactement ce que vous voulez, voilà, moi, je viens ici, je veux un courrier dans lequel il y a le mot avocat. Hop, je sais, voilà, et ça va me ressortir. Voilà, je savais que j'ai ce document-là, parce que dans ce document-là, il y avait le mot avocat. Voilà, j'ai pas besoin de savoir où il est classé. Je vais directement le retrouver. Et moi, j'ai une dernière question, Frédéric, parce que je suis pas sûr Dis-moi. que tout le monde le sache. Donc, dans Élise, vous avez la possibilité, en fait, d'avoir des statistiques sur tout ce qui se passe dans Élise. Alors, des fois, ça peut avoir deux intérêts. On en a parlé hier encore au SPC. C'est, à un moment donné, après avoir acquis une solution de type Élise, c'est important de communiquer en interne à quoi elle sert et la volumétrie des documents qui en rentrent ou qui en sortent. Des fois aussi, combien il y a d'utilisateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été montré? Est-ce que vous savez que ça existe? Vous savez pas que ça existe? Ça existe. Ouais. Le paramètre, je ne dis pas. Il y a une statistique. Ouais. Et donc tu peux. C'est intéressant. Ouais. Bon, sachant que dans le dashboard qui est présent, on peut très bien rajouter un petit widget dans lequel, en fait, il y a des stats. Je crois que, Frédéric, est-ce que il y a un tableau de bord manager ou de chez Misso ou de chez quelqu'un? Alors, je dois voir. Attends, si je vais jeter un coup d'œil, on a des C'est graphes, mais juste pour montrer ce que ça peut donner pour peut-être créer l'envie. plutôt, enfin, c'est quand on a des vues, enfin, ouais, plutôt des vues graphiques, mais elles sont pas assez parlantes pour moi. On n'est pas ici sur des statistiques. Après, malheureusement, sur nos bases de démonstration, vu à chaque fin de démo, on vide la base de démo en termes de statistiques, on n'a jamais rien, on n'a malheureusement pas grand-chose à montrer parce que la Ouais, base ne c'est vit pas, normal. quoi. Les statistiques, c'est intéressant quand on a du volume. Et, mais derrière, en effet, il y a tous les rapports Power BI. Alors après, on peut vous communiquer des exemples de rapports qu'on peut avoir chez nos clients pour voir un petit peu la forme. Mais voilà, Georges a raison de le souligner. Aujourd'hui, un des côtés aussi intéressants d'outils comme Elis, c'est de pouvoir aussi bénéficier de rapports statistiques qui vous donnent aussi une vision de l'utilisation de l'application, des volumétries, des délais de réponse. Enfin, il y a tous ces sujets-là qui peuvent être intéressants. Et après, le petit complément, c'est comme nous, on est aussi spécialiste en décisionnel. Elise est équipé, en fait, d'un entrepôt de données. Donc, à partir du moment où on dit entrepôt de données, ben, on peut arriver à faire attaquer par des outils autres que vous pouvez avoir vous pour pouvoir voir vos propres tableaux de reporting. Donc, mais le Power BI, c'est ce qui est livré en standard chez Neoledge. Et imaginons, il y en a des clients qui ont du clic, du tableau ou autre, mais on peut arriver à transférer ça avec du clic, du tableau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Francis. Deux questions. Pour référence, il y a pas mal de unités de communes ou de villes. Est-ce que vous avez un module spécifique pour la dématérialisation des conseils municipaux, conseils généraux, voire ici un conseil des ministres? Tout ce qui va être délibération, quelque part. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, c'est-à-dire de dématérialiser complètement le dossier ou les dossiers qui vont être présentés au conseil municipal de façon dématérialisée,
et aussi de pouvoir modifier en séance les lignes. Ouais. Alors oui, puisque derrière, on traite du document, d'accord? Mais je sais que sur ces problématiques-là, quand on commence à rentrer dans des sujets comme justement la gestion de délibération, etc. Alors, je vais essayer de regarder, j'ai peut-être quelque chose à montrer sur ça, il faut que je regarde sur les espaces projets. Mais le problème de ce type de documents et surtout ce qui gravite autour de ces types de documents, c'est derrière toute la notion de gestion ensuite d'agenda, de convocation. Et ça, par contre, Élise ne le fait pas. Et on le fera pas parce que c'est pas notre vocation de piloter ce type de choses. Et il y a des applications métiers qui le font très bien. Par contre, nous, on peut dire, bah voilà, le document in fine, une fois qu'il a été traité, etc., on peut l'avoir dans Élise. Maintenant, derrière, on a des clients qui vont pouvoir utiliser Élise pour plutôt, par exemple, des démarches projets, des jets de projet, par exemple. D'accord, de pouvoir dire, tiens, sur ce document-là, là, je vais prendre un projet à proprement dit, vous voyez, d'avoir des vues de documents où là, on va être là encore aussi, sur du cycle de documents. D'accord? Donc, on va avoir un dossier projet, au sein du dossier projet d'une arborescence de répertoire avec différents types de documents. Là, ici, je peux l'avoir, par exemple, sur mes projets. Dans d'autres cas, je crois que je l'avais aussi sur les marchés publics. Ouais, voilà, ici, j'ai un marché en cours. Hop, je peux avoir aussi la même approche, mais avec d'autres arborescences, d'autres typologies de documents, une autre gestion documentaire. D'accord? Mais c'est pour ça, je sais très bien que sur la problématique délibération, très très vite, on va nous poser des questions sur gestion d'agenda, de convocation, etc. Et ça, on ne fera pas. Non, non, Et... c'est pas ça dont je parlais. Hein. C'est-à-dire, là, par exemple, au Conseil des ministres, à la présidence, en fait, avec leur jet de maison, Mhm. ils dématérialisent pas l'agenda du Conseil des ministres, ça c'est autre chose. C'est qu'il n'ait plus de dossier papier pendant le Conseil des ministres, ou là, ça serait pendant le Conseil municipal, et qu'il puisse, après discussion, que le secrétaire général, par exemple, du gouvernement, fasse modifier en temps réel la délib et instantanément, sur leur tablette, ils aient le document. C'était ça. Après, Alors, la gestion des agendas ou de l'organisation du Conseil des ministres, ouais. c'est autre chose. Mais là, on est sur une simple gestion documentaire et ça, pour moi, oui, c'est du basique, ça serait du basique d'Élise. Et en effet, de dire, bah là, j'ai un projet de délibération, je peux avoir au sein de ce projet de délibération différents documents. Ces documents, je peux les consulter en fonction des droits, je peux aller très vite le modifier et derrière, de diffuser cette délibération ou un ou plusieurs documents directement. Tant qu'on reste sur de la gestion documentaire avec des processus derrière, Élise répondra 100% à vos attentes. D'accord. Dernière question, c'est le positionnement d'Élise par rapport à vos concurrents. Bien que localement, je pense qu'on n'a pas toutes les gènes Internet, parce il y a quand même gènes et gènes. Et on a quel est le positionnement et les aspects discriminants ou positifs en peur pour à des jets de DocuWare, March, même des ERP comme Odoo, en fait, Mm. Alors, enfin, alors, vous parlez à un ancien commercial, donc je ne vais pas vous dire du mal d'Élise, vous comprendrez. Mais je ne vais pas non plus pour autant casser mes concurrents parce que je dirais, je ne connais pas plus forcément ces logiciels-là. Alors si je connais un petit peu DocuWare et March, maintenant, moi la seule chose que je peux répondre, et c'est la question que je pose à nos clients quand ils ont choisi Elise, c'est pourquoi. D'accord? Et ce qui ressort très, très honnêtement, généralement, un des premiers éléments, c'est l'ergonomie. Le point fort aujourd'hui d'Elise, c'est l'ergonomie que l'on propose, la souplesse de paramétrage qu'on propose au travers Elise et qui permet justement d'adapter un environnement de travail, un cadre de travail à un besoin client. Et quand on est sur une GED qui est transverse, vous allez devoir toucher X corps de métier. Et le but du jeu, c'est que vous ne pourrez pas convaincre 100% des personnes en proposant uniquement à chaque fois les mêmes interfaces. C'est pas possible. Et je pense que la vraie grosse force d'Elise, et je le vois systématiquement chez nos clients,
c'est vraiment cet aspect ergonomie logicielle. Ça, pour moi, c'est le premier point. Ensuite, c'est toute l'ouverture que propose fonctionnellement Elise. On va parler d'intégration de documents numériques, on va parler d'intégration de documents mail. On a aujourd'hui un ensemble d'API qui permet à n'importe quelle application de verser. On fait du stockage, super, mais derrière, on gère tous les processus. On intègre un moteur de workflow, d'accord, qui est ultra puissant. On a derrière des automates qui vont nous permettre justement d'automatiser tous ces traitements. On a la force de l'IA aujourd'hui qui est une vraie valeur par rapport à nos concurrents, par rapport à l'intégration des documents. On a de la signature électronique qui est implémentée dans l'application. Il n'y a pas 36GED, vous allez voir DocuWare, ils n'ont pas un parapheur électronique d'intégrer dans leur application. Marche, c'est un petit peu moins vrai, parce qu'ils viennent aussi, tout comme nous, à l'origine du monde du courrier. Donc, ils ont aussi certains points à ce niveau-là. Derrière, aujourd'hui, on propose aussi des outils qui permettent facilement de générer des formulaires en ligne. Vous voyez, quand on parle de documents, nous derrière, on dit, bah, si vous voulez, vous dématérialisez tous vos formulaires, demandes d'achat, etc., avec des outils qui vous permettent de piloter tout ça. Hop, formulaire de demande d'achat, ça va me générer. Et tout ça, c'est des éléments qui sont créés directement depuis les outils d'administration Elise. Et puis, je pense que l'une des grosses forces aussi d'Elise, c'est, au-delà de son ouverture et de tout ce que je viens de vous dire, c'est l'administrabilité de l'application. Alors, ça fait in fine, aujourd'hui, ça fait une application qui est très riche fonctionnellement. Et si vous voulez suivre le cursus de formation complet administrateur Elise, il faut vous prévoir 3 jours. Tellement il y a des choses aujourd'hui à voir et tellement l'application est riche. Je ne suis pas convaincu toujours que ça sert à quelque chose d'être formé à tout dès le départ. Je pense que le but du jeu, j'aime le dire souvent comme ça, c'est que de toute façon, nos clients qui ont fait le choix d'Elise, ils en prennent au minimum pour 10 ans. D'accord? Donc le temps va se mettre en place et on va mener des projets ensemble. Et si je reprends les projets qu'on a menés il y a 10 ans avec tel client, je vais le revoir aujourd'hui. Il a fait autre chose avec Elise, et tant mieux. Mais parce que les compétences sont montées, les besoins aussi sont nés avec le temps. Et très souvent, comme je disais, les premiers projets de GED qu'on mène chez nos clients, ça reste de la gestion de courrier. Mais ça a pour avantage de toucher tout le monde et d'un coup de se dire, bah tiens, on a un outil, bah, je pourrais mettre d'autres documents. Vous évoquiez tout à l'heure les documents type délibération. Oui, on peut les mettre dans Elise. Je crois qu'à Biarritz, exactement, c'est ce qu'ils font notamment. Tu redemanderas à Georges, mais je crois qu'ils le font à Biarritz. Ils mettent toutes leurs délibes dans Elise. Ça sert que de stockage. Mais au moins, c'est structuré, c'est stocké. Si je veux retrouver mes documents, je les retrouve dans Elise. Et progressivement, voilà, enfin, je pense que, voilà, en toute humilité, oui, on a aujourd'hui un outil qui fonctionnellement, sur certains aspects, va au-delà de ce que font nos concurrents.